Bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media, Laurent Fent pour animer ce fenêtre sur Hold Up, droit de réponse, Je où j'ai propose le... de lancer, Ah, je je passe au vais... direct. Excusez-moi, Eh je ben, coupe le vas-y. son de retour. Donc avec Pierre Barnerias, réalisateur, producteur de ce film, avec un invité, entre guillemets, surprise, un intervenant du film, David Piquet, qui est entrepreneur de start-up et qui nous explique tous les enjeux à la fin économiques qui sont en lien direct avec le, entre guillemets, reset, et puis des personnes qui font partie d'un collectif dont on peut retrouver les fameux noms que l'on voit tout au long du film, qui apparemment seraient des personnalités bien placées au niveau mondial pour orienter aussi bien l'économie, orienter le monde financier, orienter l'OMS, les recherches scientifiques, les nouvelles technologies avec l'intelligence artificielle, Microsoft, donc voilà, tout ça. Bref. En tout cas, messieurs, un grand merci d'être présents dans le cadre de cette émission. Je sais, Pierre, que tu as eu l'occasion de faire une autre émission en lien avec justement ce droit de réponse concernant ton film via une animatrice en Suisse qui est connue de tous ceux et celles qui surfent sur le net. Je ne l'ai pas vu parce que j'avais une idée bien spécifique de ce que je voulais aborder avec toi durant cette émission. Donc déjà, première question, c'est comment tu vas? Ah C'est ouais. gentil. Merci à toi et encore une fois, toutes mes excuses à ceux que, parce que j'étais quand même, voilà, il y a eu une situation pas simple qui fait que j'ai mon cerveau qui a disjoncté et j'ai oublié justement de me présenter pour l'interview que tu avais préparée. Donc, toutes mes excuses encore. Écoute, comment ça va? Ça va bien, ça va mieux. Ça n'a pas été simple hein, parce que c'est vrai que ben on se rend compte de la difficulté quand on est assailli par non seulement de la calomnie, mais de vrais mensonges et que moi, voilà, ça a encore du mal à passer, mais ça va. C'est-à-dire que j'ai une petite équipe qui m'a soutenu, à qui je rends vraiment hommage. Là, ici, bah, j'aurais vraiment remercié bah, mon Nicolas, enfin, toutes les personnes qui travaillent avec moi et qui m'ont vraiment porté. Et ils ont 25 ans, 27 ans de moyenne d'âge. Et voilà, je leur dois beaucoup, donc merci à eux. Mais sinon, ça va, on garde la tête, ça y est, la tête sort de l'eau. Alors justement, donc tu as réalisé ce film sur la base d'un projet, une plateforme Ulule pour financer ce film. Je ne sais pas si dès le départ il s'appelait Hold Up, ce qui laisserait sous-entendre que tu avais une idée bien précise de la direction que tu voulais lancer à ce film, avec tes collaborateurs, hein, partenaires, à savoir Nicolas Reutski, directeur de production, Christophe Cossé, co-réalisateur et producteur, et puis toi, donc journaliste, réalisateur. On rappelle, pour ceux et celles qui peut-être ne te connaissent pas, que tous les trois, vous errez, entre guillemets, dans le milieu journalistique, documentaire, film, etc., depuis une vingtaine d'années, alors pour la télé, la presse, enfin, je veux dire, vous n'êtes pas des débutants, des arrivistes, où on pourrait s'étonner qu'il y aurait un documentaire qui a d'office un parti pris, c'est-à-dire que c'est votre métier, c'est ce que vous savez faire, que vous avez fait pendant de nombreuses années pour des différentes chaînes de télévision, pour le cinéma, donc voilà, on s'appuie sur quand même du sérieux, pourrait-on penser. Vous avez votre carte de presse tous les trois. Non, 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 moi j'ai plus de carte de presse depuis 10 ans. Ah, je ne Pour une savais pas. bonne Ok, raison, pour une bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui je fais mes enquêtes pour le cinéma. d'accord. Pour le cinéma parce que c'est le dernier espace de liberté. Et le cinéma n'est pas regardé, n'est pas reconnu comme un organe de presse. Mais ça, sincèrement, je m'en tamponne complètement. D'accord. C'est-à-dire, c'est pas une carte de presse qui fait de vous le bon journaliste, hein, loin de là. Hein. Ça se On est saurait. bien d'accord. Mais en tout cas, je Euh, voulais mettre en perspective, si tu veux, le fait que vous avez travaillé pour la presse, pour la télévision, ce genre de choses. Vous êtes, entre guillemets, plus ou moins du sérail, si on peut dire ça comme ça. Alors moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille. J'ai réalisé une quarantaine de documentaires. Il y en a plusieurs qui ont été primés dans des grands festivals, donc j'ai aucun problème. Et tous mes documentaires qui sont sortis au cinéma depuis 10 ans, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4. Il n'y a eu aucun problème. C'était des vraies enquêtes, comme même le troisième secret, on en a parlé avec toi. Mais le troisième secret, il n'y a eu aucune vague. Là, le problème, c'est que pourquoi il y a eu ce déferlement d'anathèmes avec le mot complotiste et autres, c'est parce que ce film a été balancé sur les réseaux sociaux, alors que normalement il aurait dû sortir dans les salles, il n'a pas pu sortir dans les salles parce que les salles étaient fermées, et que donc on l'a sorti via un lien Vimeo et un lien VOD. Et le souci, c'est que avant, comme on avait eu une partie du financement grâce à des personnes qui nous ont soutenus, grâce au crowdfunding, eh ben, c'était convenu qu'on envoie le film avec un mot de passe
à ces personnes qui nous ont aidés. Il y en a eu plus de 5000 quand même, donc ça a été énorme. On a récolté 180 000 euros, donc ça fait 140 000 euros quand vous enlevez la TVA et autres. Et ben, grâce à eux, on a pu quand même aller jusqu'au bout de ce film, mais qui n'a pas coûté 140 000 euros. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a envoyé ce film aux 5000 souscripteurs en disant écoutez attention c'est un mot de passe sortie officielle dans une semaine, ben, les gens étaient tellement contents qu'ils l'ont balancé partout sur les réseaux sociaux. Donc ce film s'est répandu comme ça un petit peu partout, donc je peux pas leur en vouloir parce que je pense que voilà, ils étaient tellement contents du film qu'ils avaient envie de le partager. Et donc du coup voilà, après bien sûr la presse s'en est saisie, mais si le film était resté dans le circuit initial, c'est le circuit des salles, il y aurait eu zéro polémique. Entendez bien, zéro polémique. Il n'y aurait pas eu de polémique. Il y aurait eu peut-être du monde dans les salles, j'en sais rien. Il y aurait peut-être une ou deux critiques dans la presse, mais c'est tout. Je pense que le public serait venu voir le film parce que c'était le seul, on va dire, c'était la seule contradiction en fait offerte depuis quasiment 10 mois à tout ce qu'on entendait dans la presse, qui était unanime, qui était monologue, enfin c'était monocorde. Et tout d'un coup, on avait un autre discours. Et c'est vrai que pour répondre à ta question, même si tu ne me l'as pas posé directement, oui, le mot hold-up, je l'ai eu dès le mois d'avril. Ouais. Dès le mois d'avril, quand on a eu ce confinement sur une maladie, ouais, je me suis dit, mais un confinement pour une maladie qui fait à peine une grippe, enfin, je comprends pas. Et là, quand j'ai commencé à voir qu'effectivement, il y avait, enfin bref, je te laisse poser les questions, mais il y a tellement de choses complètement incompréhensibles dont on n'avait pas les réponses que je me suis dit, au départ, je voulais pas faire ce film. Hein. Comme je le dis, je le répète, c'était un pas de côté que j'ai fait. Mais au mois de juin, quand j'ai vu qu'au mois de juin, après la lecture du bouquin de Perron, qu'il n'y avait toujours aucun journaliste qui s'était saisi de toutes ces informations, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Voilà. Alors, la campagne Ulule a été lancée à quelle période? Fin août. D'accord. Donc c'est rapide. Entre août, est-ce à dire que tu avais commencé à filmer en amont? J'ai commencé le premier coup de caméra le 11 juin. D'accord. 11 juin de 2020. Et on a vraiment commencé, les enregistrements ont commencé en studio le 25 août. Ouais, c'est sur le tard, donc vous avez en l'espace de 2 mois et demi entre tous les autres interviews, le montage, la post-prod, etc. Enfin, ça a été très short, très serré. Parce qu'on peut se poser la question, juste pour finaliser mon propos, le film, dans sa version finale, dure 2h51. Donc, pour un documentaire, on pourrait se dire là, est-ce qu'il y avait l'intention de le lancer comme ça, éventuellement dans les salles de ciné si elles avaient été ouvertes, ou est-ce que vous avez été, entre guillemets, pris par le temps? Pris par le temps, je comprends pas. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme si... Alors, vous avez... Le film a été lancé sur les réseaux le 11 novembre, donc date de l'armistice de la Première Guerre mondiale, donc symbole de paix aussi par... ça aussi, la symbolique est intéressante. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'avoir 2h50 de film, même pour Thanatos, même pour ML Troisième Secret, les documentaires que tu as eu l'occasion de faire ne durent pas aussi longtemps. 2h50, on pourrait se dire, c'est comme s'il y avait eu une sorte d'urgence potentielle entre, vite, on a payé, on a eu un crowdfunding, on a de l'argent, et la situation actuelle fait que toutes les questions abordées dans le film, on ne les aborde pas sur les plateaux télé, à la radio, les journaux, ça n'existe pas. Donc c'est comme si, quelque part, d'un regard extérieur, on pourrait se dire, vous avez tous les trois été pressés par rapport à la post-prod pour le plus rapidement possible lancer le film, donc le 11 novembre en l'occurrence, pour qu'il y ait une sorte, un contrebalancer le son de cloche ambiant. Donc d'où la question. C'est exactement ça, tu as tout à fait raison. Moi, alors ça c'est personnel, hein. Moi je sentais qu'il fallait que je balance le film vite, à partir du moment où j'ai découvert que c'était que du mensonge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai découvert que oui, on nous a bananés, oui, on nous a pris pour des enfants, oui, on nous a pris pour des crétins, oui, on nous a vraiment pris pour des imbéciles, quoi. Et au fur et à mesure que j'avançais, d'abord, je découvrais d'autres informations. Il y a des informations, je vous le dis, alors c'est peut-être, on va me critiquer, que je ne connaissais pas. Par exemple, le grand reset du World Economic Forum, je ne savais pas que le World Economic Forum avait balancé un grand reset dès 2015. Non, ça j'ignorais complètement. Pour moi, le grand reset, c'était quelque chose de magnifique, où on allait réconcilier économie, sociale et environnement, fabuleux. Voilà. Donc, au fur et à mesure de mes découvertes, et quand, encore une fois, j'ai fait ce pas de côté à partir de juin,
parce que les journalistes n'ont pas fait leur boulot. C'est ça que je dis. C'est-à-dire que moi, j'étais sur 2 autres films. Hein. Donc, j'avais 2 autres films en cours. Et j'ai arrêté tout quand je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand j'ai lu le livre du docteur Perron, je me suis dit, comment le gouvernement est encore en place. 2, il n'y a eu aucune plainte déposée contre son livre. Tout est sourcé. 3, pourquoi aucun journaliste ne s'est saisi de tous ces éléments d'information qui étaient tous facilement vérifiables. Donc à partir du moment où j'avais la réponse à ces questions, où j'avais pas la réponse à ces questions, je me suis dit, ben voilà, on va y aller, quoi. C'est tout. Et après, ça a été un emballement. Et quand j'ai vu, je me suis dit, mais c'est pas possible, on n'en est pas là quand même. Et au fur et à mesure de mes rencontres, parce qu'en fait, j'ai voulu donner la parole à des personnes qu'on n'entendait jamais, ou très peu. Ouais. C'est tout. Et que ça soit le professeur Fourtillan, que ça soit l'autre, d'autres médecins. Il y a quand même 2 prix Nobel dans le film. Ouais. Il y a 2 prix Nobel, il y a plusieurs chefs, plusieurs professeurs, il y a peut-être une dizaine, une quinzaine de médecins. Donc c'est des gens qui ont un savoir, qui ont des compétences. Et je leur ai juste donné la parole, c'est tout. Alors je peux noter, puisque tu parles des journalistes qui ont relayé l'information, puisque tu parles du docteur Perron, par exemple André Berkoff sur Sud Radio, qui fait qui fait très bien même son travail, je trouve, de par la diversité, la richesse. Et, donc Perron est entre guillemets régulièrement invité, et pas mal des personnalités que l'on retrouve dans ton film, que l'on retrouve sporadiquement de temps en temps sur les plateaux télé. Alors ou radio, mais ce qui est très difficile sur ces plateaux, c'est que les questions sont soumis effectivement à confrontation et raillées la plupart du temps, et les questions de fond qui sont censées nous susciter un esprit critique sont très peu abordées. Et alors effectivement, dans ce sens-là, il y a quelque chose moi qui m'interpelle, c'est lorsque le film est sorti et que je l'ai vu, bien évidemment, j'ai déjà constaté que, sans pour autant valider tout ce qui est dit dans le film, parce que, à mon sens, l'esprit de vitesse avec laquelle vous l'avez fait, pour mettre 2h51, c'est le truc, le gros plat qu'on se mange comme ça, et qui est lourd potentiellement quand, de prime abord, on n'a eu aucune connaissance de tout ce que ces différents personnages intervenants disent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On rentre dans Alice au Pays des Merveilles, hein, le trou du lapin, et il y a quelque chose qui est d'énorme de plus en plus, et on se dit, mais jusqu'où il va s'arrêter ce film? Donc, vu que c'est des questions qui n'ont jamais ou très peu été abordées sur les plateaux télé, à la radio, dans la presse, forcément que ça détonne. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire-là, c'est la réaction, qui forcément a été épidermique. C'est-à-dire que, vu que le film aborde des questions qui ne sont pas interprétées, envisagées sur les plateaux de télé, les radios, la presse écrite, forcément, là pour le coup, on a une vague de protestation hystérique qui apparaît. Il n'y a qu'à voir les différents articles que j'ai là surlignés, là en l'occurrence sur ladépêche.fr, que les internautes peuvent voir. Coronavirus, le documentaire Hold Up, accusé de propagande complotiste, fait bondir la classe politique. Alors ouais, je peux comprendre ça d'autant plus que derrière, on a une représentante, je crois que c'est européenne, du mouvement La République En Marche, qui s'exprime et qui, voilà, je propose d'écouter cette court extrait, mais juste pour voir, c'était le lendemain, je crois, et elle s'appelle donc Ilania Sicurel, sur CNews, qui est eurodéputée, porte-parole de La République En Marche. Oui, moi j'ai envie de prendre un tout petit peu de recul et je vous répondrai tout de suite. Il y a un virus qui progresse de manière planétaire, c'est le complotisme. Alors, Monsieur Raoult y a en partie participé, il a surtout été utilisé par les complotistes. Et je vais vous donner un exemple. Ce virus du complotisme qui progresse notamment dans notre pays, sur les réseaux sociaux, nous sommes tous responsables de faire barrage. Nous avons un débat ici sur ce plateau, c'est normal. Par contre, il y a quelque chose de très important, c'est d'identifier ce complotisme qui sort complètement du consensus scientifique. C'est lui que vous Alors je donne un exemple, c'est le film Hold Up. C'est même pas un film, c'est un pseudo-documentaire que vous pouvez trouver sur Internet. Dailymotion, heureusement, vient de l'annuler. Je veux vous dire, Madame Mabrouk, que j'ai été extrêmement choquée que l'un de vos confrères, Pascal Praud, ait reçu le producteur de cette chose, hein, que je n'ose pas appeler documentaire, qui est un ramassis de toutes les thèses complotistes les plus inquiétantes qui soient. Ça va de la remise en cause de la dangerosité du virus à Madame Pinceau-Charlot qui vous explique
et je la cite, qu'il s'agit, en faisant référence au nazisme, d'un holocauste des riches contre les pauvres. C'est donc un film d'une extrême gravité. Je voudrais que nous soyons tous responsables sur ce que nous laissons circuler, et quand il y a un film comme ça, quand il y a une chose comme ça qui circule, je crois qu'il est de la responsabilité de CNews, qui est un média que je respecte et je suis là aujourd'hui, mais je crois que c'est important que votre chaîne et que votre collègue se positionnent de manière beaucoup plus forte sur ce film, qu'il a présenté comme ayant un parfum de complotisme. Ce n'est pas suffisant. Je vous ai donné quelques exemples. C'est un film d'une très grande dangerosité. On va voir la bande-annonce pour comprendre de quoi vous parlez. C'est effectivement ce documentaire. Il y a une chose, évidemment, les théories complotistes, si on pouvait les identifier, mais on les dénonce, et évidemment, c'est notre rôle, c'est votre rôle, etc. Mais parlez-moi, Madame l'eurodéputée, à partir de quel moment vous fixez un curseur pour savoir si un journaliste... Il n'y a pas de banal. Un journaliste doit dire, à mon avis, recevoir et faire un débat autour d'un documentaire, ça participe quand même d'une liberté, heureusement que nous l'avons, sans jamais nier la réalité de la gravité de la situation. Donc permettez-moi de prendre une défense qu'on parle. Voilà, donc je m'arrêterai là, parce que là, pour le coup, l'animatrice de CNews a fait son job. Juste pour mettre en perspective l'hystérie et le stress, la peur, l'angoisse de cette eurodéputée porte-parole de La République En Marche, qui s'exprimait et donc qui parlait de la nouvelle maladie qui notamment existe, le complotisme soi-disant, et d'autant plus repris, véhiculé par le film Hold Up. Donc si vous le voulez bien, messieurs, moi il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est-à-dire que derrière, il y a des émissions, France Culture, Tristan Mendes France, philosophe universitaire, spécialiste en culture numérique et collaborateur à l'Observatoire du conspirationniste, et qui juge le film Hold Up, donc le documentaire, je cite, « Hold Up n'a aucune contradiction, il est unilatéral ». Bon. Là-dessus, vu l'hystérie en question, on a donc l'ancien ministre de la Santé, M. Douste-Blazy, qui, entre guillemets, se désolidarise. Idem pour Monique Pinson-Charlot, la sociologue, qui... d'après les médias, a basculé dans la théorie du complot, hein, puisqu'elle a utilisé le terme nazisme, holocauste à la fin du documentaire. Toujours pareil, Tristan Mendes France nous dit « Hold Up fait appel à des pseudo-experts médicaux ou à des gens qui ont des titres médicaux qui sont totalement décrédibilisés auprès de la communauté scientifique. » Donc, juste pour m'arrêter là, une réflexion, là pour le coup, Pierre. La première, c'est sur le fait qu'il n'y a aucun point de vue différent. D'abord, c'est faux, puisqu'il y a des personnages dans mon film dont on a entendu parler pendant plus de 10 mois, mais que ce film est à lui seul la contradiction. C'est comme si vous avez demandé vous allez dire à Michael Moore, qui a fait Fahrenheit 9/11, de dire, attendez, vous êtes complotiste. Il n'y a pas de contradiction dans votre film, mais moi c'est un film cinéma avec, encore une fois, avec un point de vue, et c'est un point de vue d'auteur. Donc que ce monsieur regarde des films cinéma, qu'il aille dire à Michael Moore qu'il n'est pas d'accord parce qu'il n'y a pas de contradiction dans ses films, et en plus de ça, ce qui est en même temps faux, parce que dans mon film, on entend des Olivier Véran, on entend des Karine Lacombe, on entend des gens qui donnent leur point de vue, donc en même temps c'est faux. Donc ça, c'est sur la première chose, sur le fait qu'il n'y a pas de point de vue dans un film. Ça s'appelle un documentaire cinématographique. Il faudra que ce monsieur aille un petit peu dans les salles et voir à quoi ressemble un documentaire cinéma, qui n'a rien à voir avec un JT de 2h51 minutes, puisque le film dure 2h51 minutes. Après, concernant... alors, il y avait quoi d'autre, ça? Alors, des pseudo-experts médicaux. C'est fabuleux. Je pense les pseudo-experts médicaux. Alors, il y a 2 prix Nobel, il y a un ministre, il y a des gens qui sont pas mal de professeurs de médecine, qui nous disent, moi cette personne-là, qui nous disent en quoi ce sont des pseudo-experts médicaux. Moi, j'ai juste, encore une fois, très bien. Dites-nous en quoi ce sont des pseudo-experts médicaux. Ça, c'est la première des choses. Donc là, à mon avis, la question, c'est à lui qu'il faut la poser. Parce que de jeter comme ça des qualificatifs, des anathèmes sans étayer, ça ne vaut strictement rien. Ce film a été accusé de complotiste, je dis pas et alors, mais ça veut dire quoi, complotiste? Dites pourquoi, en quoi ce film est complotiste. Donc de toute façon, maintenant, toutes ces personnes qui ont jeté l'anathème sur ce film, il va falloir qu'elles expliquent bientôt, mais pas devant moi, devant le juge,
en quoi ce film était complotiste. C'est ça qui va être intéressant, notamment ce fameux Tristan. Puis quand on creuse un petit peu, on voit que eh ben voilà, ces deux personnages qui ont taxé ce film de complotisme, de tous les noms, bah voilà, ils sont réunis par peut-être d'autres intérêts. Mais ça, il faut juste creuser un petit peu, quoi. Là-dessus, d'autres éléments qui sont donnés toujours par le même philosophe universitaire, spécialiste, hein, puisque, encore une fois, collaborateur à l'Observatoire du conspirationnisme. Donc je ne sais pas quelle légitimité il a en tant que philosophe. Vous parlez de qui, là? De Tristan? Tristan Mendes France. D'accord. Hein, encore une fois, spécialiste en culture numérique et collaborateur à l'Observatoire du conspirationniste. Ben, je pense que tu peux en dire quelque chose, parce que je sais que tu as fait des recherches sur ce philosophe, non? Ouais, Laurent et Pierre, moi je suis déjà très content d'être présent à côté de Pierre pour une voix qui, à mon avis, est importante. Voilà, j'ai participé sur l'invitation de Pierre à ce film, et la première chose, je n'ai pas été trahi dans mes paroles. D'accord? Donc ça, c'est aussi un point qui est important de la part des interviewés, c'est de se positionner en tant que personne non trahie. Et nous n'avons pas été trahis sur deux axes. Le premier axe, c'est sur l'intégrité des propos. Alors c'est vrai que l'interview que l'on a eue avec Pierre a duré plus que les quelques minutes qui sont dans le film. Une heure et demie. Tous à peu près, on a fait 1h30 d'interview, mais ça c'est le but de tout documentariste. On n'interviewe pas quand vous passez dans un JT de 1 minute 30, vous faites peut-être 2 ou 3 heures de rush, donc voilà, pardon, excuse-moi. Et c'est donc un travail de synthèse journalistique de très haut niveau qui est de respecter la parole en extrayant finalement quelques extraits sur une interview longue qui a duré 1h30. Donc ça, j'avais trouvé déjà ça assez remarquable. Donc ma solidarité vis-à-vis du film est parfaite. Voilà. Ensuite, tu posais, Laurent, la question et qui a été posée, la fameuse crédibilité des acteurs. Ben, il y a certains acteurs dans le film que je ne connaissais pas. Voilà, je peux te dire que le professeur Fortillan, par exemple, je ne le connaissais pas. Le film, compte tenu du fait et de la prise de position du professeur Fortillan, qui, il est vrai, est extrêmement forte, parce que ce qu'il engage là, c'est un sujet important, me fait dire quelle est la crédibilité de ce gars-là. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on peut s'informer par soi-même, et je plonge avec énormément de délectation dans le parcours déjà scientifique de cette personne, remarquable. Comment plusieurs disciplines à son actif, hein, qui vont de la chimie à la pharmacologie en passant par d'autres disciplines, et qui propose une vision scientifique qui aborde des sujets fondamentaux de nos sociétés, qui sont la dépression nerveuse d'un côté, la maladie d'Alzheimer de l'autre, et qui passe par Parkinson. Et il étaye sa proposition d'une démonstration scientifique qui, honnêtement, moi étant ingénieur, me surprend, me convient, m'interroge, et si elle ouvre des perspectives de guérison comme il semble l'établir, honnêtement, je ne comprends pas l'anathème. Je comprends le débat, je peux comprendre l'opposition d'arguments, mais globalement, ce sont des sujets extrêmement scientifiques qui dépassent la notion d'avis et d'opinion. Et autour de cela, on arrive dans la fabrique de l'opinion. Ah oui. Et cette fabrique de l'opinion touche directement les deux personnes dont tu parles, parce que globalement, quand on est du bon côté des médias, et quand on maîtrise parfaitement l'organisation des médias et la manière dont les médias sont mis en place, quand tu parles de passage à la télévision, quand tu parles de passage sur les plateaux télé, la problématique, c'est déjà le format. Le format de ces expositions médiatiques ne permettent pas le temps profond, ne permettent pas l'analyse profonde, ne permettent à peine, la contradiction. Parce que, pour des raisons d'audience, sans doute au départ, mais maintenant pour des raisons justement de fabrication de l'opinion, on ne va pas plonger dans la pensée, on ne va pas plonger dans dans l'esprit critique, ouais. Exactement. On va passer sur des aspects qui vont être des aspects de communication et de rhétorique. Ouais, c'est ça. Et à partir de là, on va arriver à moi. Alors là, un débat que j'ai trouvé hallucinant.
Alors pour plusieurs points. D'une part parce que il avait lieu sur CNews et que globalement c'est un média qui peut poser question. D'autre part parce que il opposait Martin Blachier à Philippot. Voilà, deux personnages extrêmement Ouais, j'ai vu, ouais. conflictuels au final. Et comment dire, on arrivait avec ces personnages dans un débat qui touchait, là qui commençait à toucher le fond, et dans lequel Martin Blachier pose et dit à propos de ce fameux Monsieur Vaccin, il y a eu un problème de communication. Et Philippot, au demeurant, voilà, position politique, donc déjà difficile, parce qu'il a des enjeux, lui, personnels, sans doute, dans cette situation. Donc moi, j'ai du mal à adhérer quand le mec est là pour sa pomme plutôt que pour le collectif, ça me pose un problème. Mais bon, il pose quand même la bonne question en disant, mais la communication est-elle un mensonge ? Et il a parfaitement raison de poser cette question. Quand Martin Blachier dit « Monsieur Vaccin a bugué », mais de quel bug parle-t-il? Ouais. La vérité, de son avis, de son opinion, de sa pensée. Bah. Et là, il y a de la profondeur, et cette profondeur est à peine abordée dans les médias. Je vais revenir pour répondre sur la question, pardon, excuse-moi, mais c'est important de répondre également pourquoi le professeur il est professeur, je sais pas, le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, se serait désolidarisé. Il a dit, si ce film est complotiste, je me désolidarise. Alors ce qui est très amusant, moi je lui en veux pas à Philippe, au docteur Philippe Douste-Blazy, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il a eu le film 5 jours avant sa sortie officielle. On a envoyé le film à tous les intervenants du film, ce que ne fait aucun producteur de télé, entendez, ce que ne fait aucun producteur de télé et de cinéma. En tout cas, moi, quand je travaillais pour des grandes chaînes de télé, mes magazines ou mes documentaires, j'ai jamais montré avant pour avoir leur autorisation. Donc là, on a envoyé le film à tout le monde, y compris Madame Pinson-Charlot. On a envoyé le film. J'ai eu aucun retour négatif. Et je le confirme. Je l'ai bien reçu 5 jours à l'avant. J'ai pu le regarder. J'ai vu le format long et je le confirme. Ça veut juste dire la puissance de destruction de la calomnie diffusée par tous ces médias. Parce qu'il n'y avait rien, en fait. Moi, j'ai été tellement sous le choc quand j'ai vu effectivement la réaction hystérique de Madame Ilona Sicurel. C'était juste... vous vous rendez compte que une députée se permet de menacer la journaliste en disant « Vous vous mettez en danger, madame ». Mais vous vous rendez compte ? Il n'y a pas eu un seul média pour reprendre ce genre de propos, qui sont des propos, mais... Enfin, heureusement, la journaliste a bien réagi, mais quand même. Alors, on a là aussi un problème, Laurent, si tu me le permets. Cette journaliste, on le sent bien et on voit bien dans l'image qu'à un moment, elle veut poser la question à Ilana Sicurel en lui disant « Mais bientôt, vous allez décider des gens que j'invite sur ce plateau ». C'est ça. Et en fait, elle prend un énorme risque parce que cette journaliste a bataillé sans doute toute sa vie pour arriver tête d'affiche, pour arriver en tête de plateau et tenir, cette heure d'audience. Moi, je connais pas bien son émission. Et donc, en fait, le fait de dire ça et d'avoir l'impression finalement de se heurter à un pouvoir, parce que le pouvoir existe, quand elle dit vous vous mettez en danger, elle exprime bien, il a naturel un pouvoir. Et donc, en fait, le fait de pouvoir exprimer son opinion, alors que le pouvoir, qui manifestement peut la mettre en danger, est contre elle, c'est déjà une question. C'est déjà extrêmement courageux, mais c'est aussi limité dans sa capacité d'action. Parce que du jour au lendemain, cette pauvre femme peut se retrouver au pilori et donc perdre tout l'objet de son engagement professionnel. C'est un vrai problème. Si vous voulez... Et les mecs sur le plateau, ils doivent réagir à ça. Normalement. Mais en fait, le truc, c'est que des questions qui normalement auraient dû être débattues, vu l'ampleur de ce qui se passe, donc il y a des questions légitimes, et que ces questions ne soient pas abordées et qu'on ne donne qu'un son de cloche, c'est sûr que le film Hold Up, finalement, ne met que mettre en exergue, en lumière, toutes les questions qui auraient dû être abordées par les médias mainstream qui ne l'ont pas fait. Ça veut dire que la réponse, forcément, elle a été épidermique de la part des médias mainstream, et à tel point que, avant de te lancer cette invitation, Pierre, je me suis dit, mais c'est chaud, quoi.
la liberté d'expression, c'est quoi? C'est le retour de l'Inquisition alors? Grosso modo, il y a Dieu, entre guillemets, là-haut, ou Jupiter, et puis on doit rien dire, si ce n'est... Ben, puisqu'ils ont que les mots de démocratie, liberté d'expression à la bouche, ils ont que ça, puisque bon communicant. Mais je me dis, mais au moins qu'ils soient transparents, qu'ils disent, bah voilà, vous, ce que vous avez le droit de dire, ce que vous n'avez pas le droit de dire, les questions que vous pouvez poser, les questions que vous ne devez pas poser, parce que l'inquisition monarchique a décidé que... Et dans ce cas, au moins, c'est clair, et on sait. Sauf que on est censé être en démocratie, donc des questions sont censées être posées. On est censé avoir un esprit critique. On est censé remettre en question ce que, entre guillemets, la doxa journalistique, à travers les formats très courts d'avalanche d'informations, nous donne. Essayer de faire des liens de causalité, de relier des points entre eux qui, de prime abord, pris séparément, ne représentent rien. Parce que la somme d'avalanche avec Internet que nous donne l'information comme ça peut être une avalanche, mais ça n'a aucun sens. C'est une information vide de sens. Or, ce que fait le film, à mon sens, c'est de donner du sens. Mais de donner du sens, ça ne veut pas dire que c'est la réalité ou que c'est la vérité. Mais on peut noter, tiens, qu'il y a... Alors forcément, c'est un parti pris, tu l'as très justement dit, Pierre. Bah, on fait un documentaire, on suit un fil rouge, et puis oui, forcément, mais... Parce que là aussi, dans les médias, soi-disant, l'objectivité devrait être de mise. Mais j'ai jamais connu un individu, un média qui soit objectif. C'est quoi cette illusion dont on se part? Je veux dire, on est forcément subjectif, que ça soit un média comme Libération, Le Parisien, Le Figaro. Ils ont des couleurs, ils ont des idéologies, et encore, tout dépend de qui se trouve derrière. Parce que quand on voit, par exemple, Le Figaro, qui vous a fait... non, c'est Libération. Qui vous a fait un article qui vous a démonté, alors avec de l'ironie, etc., repris par les autres médias papier, presse papier. Moi, déjà, je me pose une question simple. Aujourd'hui, Libération a été racheté, il n'y a pas si longtemps, par un ancien agent secret du Mossad, donc, qui est un Israélien, il a la double nationalité, français-israélienne, qui a à la tête d'un puissant média français, donc qui a pignon sur rue quand même, que les gens lisent, et qui s'inspire de ça. Donc on pourrait très bien déjà se dire, bon, est-ce que c'est con? Je me pose juste la question. Qu'un ancien agent du Mossad, qui soit à la tête d'un magazine comme Libération, puisse décider d'orienter sa presse, les sujets, la manière dont on les écrit, parce que tout ça, c'est de la mise en forme. Après, on peut faire prendre des vessies pour des lanternes, hein, c'est ce que font les commerciaux. Et depuis voilà, la fabrique du consentement, on sait très bien maintenant que tous les politiciens, il n'y a pas une phrase, un mot laissé au hasard. Tout est bien cadré, lissé. Voilà, c'est de la com, comme David, tu viens de le dire. Donc, est-ce que c'est... Je fais de moi un conspirationniste juste en me posant des questions. Est-ce qu'on a encore le droit en France, au XXIe siècle, de se poser des questions? Et ce qui est quand même hallucinant, parce que je parlais de Tristan Mendès France, philosophe, etc., qui juge, c'est même pas de la critique. On va dire des critiques peuvent être constructives, mais un jugement ne l'est pas. Un jugement, par définition, descend le truc, d'office. Donc, à travers son jugement, nous parle de pseudo-scientifiques qui ont été décrédibilisés, parle d'éventuellement les informations qui seraient sourcées, éventuellement, bon, souvent hors contexte, bah oui, on fait un montage, hein, et pourtant ça dure 2h51, ok, découpé de façon malhonnête. Bon, bah David, là, tu viens de témoigner, et comme tu viens de le dire, Pierre, ça a été transmis à tous les invités 4 jours avant, ils étaient libres de se désengager, ou voilà, il y avait moyen de faire quelque chose, ce n'a pas été le cas. Pour reprendre Tristan Mendès France qui dit « Ce film contamine », on parle de virus, là, des communautés plus larges. Hein, donc là, c'est l'Inquisition. Risque de semer un doute profond et une animosité très forte contre nos dirigeants et les médias. Oh, mais... mon petit chéri. Mon petit chéri. Oh là là. Voilà. Il y a une petite contradiction. Oh là là, mais c'est... Et non, ça sur France Culture. Hein. Et ça sur France Culture. Ça montre juste le niveau. Ça montre juste le niveau. Alors, France Inter. Parce qu'il n'y a aucun argument dans tout ce qu'il vient de dire. Il n'y a strictement aucun argument. Il y a juste effectivement de l'anathème qui est jeté. Mais maintenant, il n'y a rien, il n'y a pas de critique constructive. Moi, c'est même questionnant. C'est même questionnant qu'on lui donne la parole, parce que quand vous avez rien,
bah, avec rien, vous pouvez pas faire grand-chose, quoi. Alors c'est sûr que c'est plus facile de cracher sur le messager plutôt que sur le message. Hein, la décrédibilisation, et c'est ce que nous fait une de tes intervenantes dans le film, qui s'appelle Ariane. Ariane, comment elle s'appelle, Ariane Hilariant. Bilarian, merci, qui a un blog, hein, qui est en Amérique du Sud, qui est une grande spécialiste. Elle est psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, philosophie morale et politique. Un ponte, la nana. Hein. Et donc, qui s'exprime dans le film à la toute fin. Je veux dire, limite, moi en tant que tel, en regardant tout le film, je me dis, bah, je pourrais juste retenir ça. Ça me suffit à développer mon esprit critique sur tout ce qui a eu lieu précédemment. Et sur tout ce qu'on entend sur les médias mainstream. Et donc Ariane a écrit un très très bel article sur la manière dont justement on décrédibilise un messager quand ce dernier nous donne un message qui déplaît. Donc à voir sur son site internet. Bon, cela étant dit, France Inter, alors là aussi, des pseudo-spécialistes, l'historienne Marie Pelletier, spécialiste entre guillemets du complotisme. Donc c'est comme ça que au micro de France Inter, payé avec nos impôts, on nous dit, bah vous savez, on a une spécialiste du complotiste et on va vous expliquer grâce à l'historienne. Alors, en quoi le fait d'être historienne fait de Marie Pelletier une spécialiste du complotisme? Je me pose la question, parce qu'on a des personnes comme Valérie Bugeaud ou Pierre Hillard qui ont fait des recherches d'histoire journalistique qui vont largement au-dessus de Madame Marie Pelletier. Bref, ce dernier spécialiste du complotisme nous dit le film distille le doute. Bah, c'est bien de douter. Où est le problème? Je veux dire, dans le fait de douter. Elle nous dit, c'est un bout à bout de clichés assez grossiers, un remake des poncifs de ces dernières années. Ce n'est pas très subtil. Très bien, mais elle peut avoir ce point de vue. Moi, ça me choque pas trop. Ça me choque pas trop, mais on s'attend à mieux de la part d'une historienne brillantissime. Bah, censé être, voilà. Alors, là-dessus, ce qui est très intéressant, donc on voit la classe politique qui fustige, hold up, etc. Alors, on regarde sur les réseaux sociaux, comment se sont positionnés on va dire les people. Alors, on a Christophe Willem, qui parle du film et qui dit, ouais, bon film à voir. Sophie Marceau, ah ouais, super. Les deux fustigés direct sur Twitter, bon. Ce que peut-être vous ne savez pas, c'est que Carla Bruni a encensé le film aussi. Ben merci. Carla Bruni, femme de Nicolas Sarkozy, qui dit, ouais, hold up, bien. Allez, on fait circuler. Est-ce que vous avez entendu quelque part quelqu'un sur les médias mainstream qui a fustigé Carla Bruni, alors que là, pour ce qui est de Sophie Marceau, alors elle s'en est pris pas les rondes patates. Hein. C'est genre de quitter, toi, reste à ta place, etc. En quoi le fait qu'une personnalité qui ait une aura médiatique dise, bah regardez ce film-là, c'est intéressant, ça pose question, sans pour autant dire c'est comme ci ou c'est comme ça, est-ce qu'on peut encore avoir un esprit critique en France, le pays de Descartes? Enfin, avoir des doutes, c'est légitime quand même. Donc, là-dessus, puisqu'on parle de complotisme, bah écoutez, là aussi, moi je me pose des questions, je voudrais avoir votre point de vue. On a un conseil de défense et de sécurité. Cette personne, tenue par le secret défense, qui sont en train de réfléchir ce qu'on fait par rapport au Covid, la situation économique, etc. Et bref, on ne doit rien dire. L'Assemblée nationale, bah, elle sert à rien, mais voilà, on a les 7 là, qui décident pour tout le monde. Et on doit derrière de nous dire, dormez braves gens, ne vous inquiétez pas, ne doutez pas, nous sommes là pour votre bien, etc. Alors, je sais pas, j'espère que vous allez l'entendre, messieurs, ainsi que pour les internautes. Une petite information que je vais vous donner. Il s'agit, alors ça date de 2014. C'était passé sur France 5. Et il s'agissait d'entendre la luxembourgeoise Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, qui s'exprime en tant que commissaire européen à la justice, hein, aux droits fondamentaux et à la citoyenneté, qui était reçue par des parlementaires français. Alors écoutez, voilà, je vous mets ça tout de suite. Signe de cette révolution invisible. Le voyage de la luxembourgeoise Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, il y a quelques mois à Paris. Les premiers orateurs des groupes pourront interroger nos invités. Invitée dans une annexe de l'Assemblée nationale par les députés français, Reding est venue évoquer les méthodes de contrôle de nos finances publiques. Nous passerons à une phase de questions spontanées. La rencontre est dirigée par Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale. Sont présents Pierre Moscovici, ministre de l'économie, et Bernard Cazeneuve, alors en charge des affaires européennes. La parole est maintenant à Madame Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne.
Devant tout ce beau monde, la commissaire européenne va être très claire. Selon elle, si l'Europe veut exister et sortir de la crise, les nations doivent obéir à Bruxelles. Alors écoutez bien ce qu'elle va dire. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu 10 ans pendant lesquels on n'agissait pas parce qu'on ne voyait pas la nécessité d'agir en commun. Je vais vous traduire. Et il est grand temps de refaire ce temps perdu parce qu'on a vu ce que ça nous coûtait de ne pas avoir mis en place les instruments nécessaires à pouvoir intervenir. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Voilà, donc, pardon, là, ce que nous dit Viviane Reding, c'est qu'il n'y a plus de souveraineté nationale, qu'il y a l'Europe qui décide pour les pays. Donc, quand j'entends une commissaire au Parlement européen dire ça devant Claude Barthelone et autres consorts, qui nous dit, bah voilà, en fait, les pays d'Europe, vous n'avez pas votre mot à dire, c'est l'Europe qui décide pour vous, par des gens qui n'ont pas été élus, et est-ce complotiste ? Alors que c'est véhiculé, que c'est dit, de dire, bah, c'est quoi alors, à quoi ça sert d'avoir un président ? Et à quoi ça sert d'avoir un conseil de défense et de sécurité où 7 personnes sont tenues par secret défense, alors que il y a 0,5% des gens qui meurent, soi-disant, du Covid, et qu'il se passe tout ce qui se passe. Quand on voit qu'ils sont à l'Assemblée, les uns à côté des autres, et que à côté de ça, on nous interdit d'être plus de 6 pour Noël. Enfin... Je sais pas, le fait, quelle question ça vous pose? Enfin, est-ce que vous avez le sentiment d'être des complotistes? Je vous pose la question d'emblée. Est-ce que vous êtes des complotistes? Laurent, je vais venir quand même sur un sujet fondamental, tu verras, parce que j'aimerais bien en parler avec la personne dont tu as parlé tout à l'heure, mais Tristan Mendès France, ce n'est pas neutre, c'est le petit-fils, tu sais, de Mendès France, ce grand homme d'État, hein. Et Mendès France, en fait, c'est le père de la social-démocratie. C'est important, ça, la social-démocratie. Dans un moment où tu poses la question de la dépossession de ce pouvoir démocrate. Moi, je voudrais interroger, et je suis prêt, comment dire, vraiment à rentrer dans le fond, parce que je ne doute pas que Tristan Mendès France soit quelqu'un d'extrêmement brillant. Simplement, c'est le glissement de cette social-démocratie vers un social ultralibéral. Ça pose question. Et je peux t'assurer que, compte tenu de ses positions, où il justifie quasiment cette démarche et cette course en avant, son grand-père, il doit se retourner dans sa tombe. Et c'est des sujets qui sont fondamentaux, parce que globalement, c'est le problème. L'ultralibéralisme ne marche que pour une élite, et c'est en ça où, effectivement, on peut être taxé de complotiste. L'élitisme au profit d'une masse, comment dire, décrochée. La social-démocratie, c'est pas ça, hein. C'est même l'inverse. Donc en fait, c'est des sujets, tu vois, qui sont profonds, qui méritent des discussions et non pas d'être traités en quelques secondes sans rentrer dans le fond du sujet. Ouais, je laisse Pierre. Hein, non, mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'est-ce qu'on entend par complotiste. Pour moi, le complotiste, je l'ai vécu comme une insulte, comme un anathème, voilà, et qui clôt le débat. C'est l'argument de ceux qui n'en ont pas. Voilà, c'est voilà, t'es complotiste, on ferme le débat. Par contre, si être complotiste, c'est de dénoncer des complots ou de poser des questions, bah oui, moi je me suis jamais senti complotiste. Encore une fois, ce mot, je le trouve vraiment, il est dérangeant, il est même comment ça s'appelle, il est insultant. Pour moi, je l'ai vécu comme une véritable insulte. Et ce qui est quand même très amusant, c'est que celui qui dénonce le complot dans le film, bah, quand Philippe Douste-Blazy pose la question « Qui est derrière l'affaire du Lancet ?» Je veux savoir qui a payé, je veux savoir qui a fait ça. Mais attention, mon cher Philippe, tu deviens complotiste là. Mais c'est vrai qu'il faut savoir qui. Le Lancet, c'est pas un complot, le Lancet, l'affaire du Lancet. Des complots, il y en a partout, il y en a tout le temps. Les délits d'initiés, c'est quoi les délits d'initiés? C'est pas des complots, ça, messieurs? Et moi, par contre, ce que je comprends toujours pas, c'est comment aujourd'hui, on a toujours aucune réponse à des questions qui sont évidentes. Pourquoi un confinement quand on a une maladie dont on guérit à 99,95%? On confine les gens, il y a un couvre-feu. Si on nous avait dit il y a un an, écoutez les gars, dans un an, vous allez être confinés, il va falloir un papier pour sortir de chez vous, vous allez devoir, je sais pas, il y aura un couvre-feu,
on va tirer à vue, vous aurez une amende, les bars et les restaurants seraient fermés. Mais si on avait dit ça il y a un an, on vous aurait traité de complotiste, non? Donc, moi ce qui me chagrine le plus encore aujourd'hui, c'est de voir que voilà, que les journalistes n'ont pas fait leur boulot, quoi. Il y a trop de questions, il n'y a toujours pas de réponse. Comment aujourd'hui, qui peut m'expliquer pourquoi la chloroquine a été classée comme substance vénéneuse? Qui peut m'expliquer pourquoi tout d'un coup, en plein début de pandémie, il y a Bill Gates qui a réuni ses copains pour faire une grande, comment ça s'appelle, Ouais, une mise en situation d'une potentielle épidémie. pour parer à une pandémie mondiale, et en mettant en réserve que la désinformation viendrait des réseaux sociaux. Enfin, je sais pas, il y a tellement de questions dont on n'a toujours pas les réponses, il serait vraiment temps de s'interroger sur la fiabilité des médias mainstream, et je commencerai même par l'AFP, parce que moi j'ai quand même été sidéré Ouais. de lire ce que François a écrit pour montrer que toutes les informations qu'avait écrit l'AFP, qui ont été reprises en chœur par tous les autres journaux, hein. Les autres journaux se sont lavés les mains en disant c'est pas moi, c'est l'AFP. Alors oui. que l'AFP, quand ils ont essayé de démonter le film, et ben au final, quand vous lisez les arguments, il n'y a pas d'arguments. Il n'y a pas d'arguments. Il y a au pire de l'opinion, mais au pire des arguments qui sont faux, qui sont fallacieux et qui sont erronés. Donc c'est grave, c'est super grave, parce que c'est cette agence de presse qui vous informe depuis 40 ans quand même, qui informe toutes les télés, toutes les radios de la planète entière. Comment expliquez-vous que l'AFP n'a pas fait une seule ligne sur la mort suspecte, parce qu'elle a été assassinée, de l'activiste Brandy Vaughan, 47 ans, qui a été pendant 25 ans chez Merck? Pas une ligne. Elle a été retrouvée assassinée le 2 décembre. Elle faisait une vidéo en disant écoutez, je préviens tout le monde, s'il m'arrive quelque chose, je suis saine, j'ai une hygiène de vie irréprochable, tout va bien, j'ai pas envie de me suicider. Là, elle a été retrouvée morte par son gamin de 10 ans. Et ça fait quand même plusieurs années qu'elle dénonce des choses absolument ignobles. Elle a été, ça fait depuis qu'elle a quitté le groupe Merck, elle est sous menace de mort, elle a été cambriolée, et là dernièrement, elle est morte. Elle est morte en quelques heures. Voilà, et rien, pas une ligne, l'AFP n'a pas fait une ligne sur cette mort qui est juste un assassinat. Et en fait, ce que tu nous dis là, Pierre, me fait penser à deux grands complotistes, Julian Assange, avec les affaires de Wikileaks, non mais intéressant, et puis celui qui se trouve en Russie, oui. Le nom m'échappe. Bref. Snowden, qui a dit attention, là on a la CIA qui surveille tout du Parlement européen, etc. Il y a eu un scandale il y a quelques années de ça, j'avais vu ça avec Pierre Jovanovic, où tous les ordinateurs et les logiciels qui servaient aux échanges pour les différents parlementaires faisaient, on avait pris un contrat pour la sécurité entre guillemets Internet avec Microsoft. Comme par hasard, un tollé général parce que ces derniers pouvaient avoir des backdoors et puis voir tout ce qui s'échangeait, etc. Est-ce que c'est pas des complots? Je pense des trucs aussi cons que Colin Powell. Excuse-moi Laurent de te couper là-dessus. Quand tu parles de Microsoft, il y a un sujet qui n'a pas été abordé dans le film, tu vois, malgré sa longueur de 2h51. C'est les données de santé qui ont été, négociées, vendues, enfin on trouve le terme que l'on veut, à Microsoft. Oui, tout à fait. La donnée de santé, c'est une donnée essentielle de notre intimité. Et on parle bien de secret professionnel pour les médecins. Tout à fait. Et d'un seul coup, on se retrouve avec des données qui, stratégiquement, se retrouvent sur les serveurs, sur le cloud de Microsoft, puissance, qu'on le veuille ou non, puissance et intelligence extérieure. C'est un sujet majeur, ça aurait dû être débattu largement et sortir des murs de l'Assemblée nationale. Et en fait, ce sujet-là a été traité comme un entrefilet dans la presse. On a droit d'être des citoyens intelligents, éveillés, et je dirais même que cette course au diplôme, tu sais, parce qu'on parle d'historienne, on parle de docteur, on parle de docteur dans plusieurs disciplines, mais pourquoi ne seraient que les grands diplômés qui auraient droit de discuter des problématiques de démocratie?
Non, mais moi, je viens d'un milieu extrêmement modeste. Mes parents votent et ils ont droit de comprendre les enjeux qui animent notre société. Et c'est un honneur de le faire. Je dis souvent, et c'est pour ça que je suis venu voir Pierre aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il m'a proposé de venir avec vous, la résistance. On a une vision fausse de la résistance. On pense que à partir de 1940, les gars ont ouvert leur rideau, ils avaient un ennemi au pas de la porte. Et donc, ils se sont déclarés résistants. C'est pas comme ça que ça s'est passé, hein. La résistance, ou du moins les mouvements antidémocratiques, c'est une marée qui monte. Et au début, on a juste les pieds qui sont léchés. Et puis, d'une manière inexorable, ça monte aux genoux. Hein. Et puis, quand on est arrivé à la poitrine, on peut plus bouger parce qu'on a l'inertie de la mer qui nous empêche de passer. Et quand on a l'eau par-dessus tête, on meurt noyé. Eh bien, ceux qui ont eu cette notion de résistance, c'est ceux qui, presque, peut-être même en se trompant, hein, ils auraient pu se tromper, ont senti que dès que la mer est arrivée à leur cheville, il y avait un problème. Ouais, les signaux faibles. Les signaux faibles. Et rien que ça, le quatrième pouvoir que représentent les médias devrait en parler parce que c'est leur honneur. C'est leur honneur. Les articles et les journaux de presse qui se sont positionnés au sortir de la guerre ont souvent dans leur statut le positionnement de ces intérêts fondamentaux. Et où sont-ils aujourd'hui ? Où sont-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils pourraient regarder en face un mec de 1945 qui, comme on dit, lui a pris des risques de sa vie? Moi, pendant la sortie du film, il y a un élément, mais en fait, l'histoire et la méta-histoire nous donnent parfois des signes qui sont extraordinaires. Pendant la sortie du film, il y a eu le décès de Daniel Cordier. Daniel Cordier, c'est le secrétaire particulier de Jean Moulin. Jean Moulin, on connaît son discours terrible et on connaît le discours aussi de ce ministre de la Culture du général de Gaulle qui dit « Rentre ici, Jean Moulin, avec ton horrible cortège ». L'horrible cortège de Jean Moulin, ce sont les pauvres, ce sont les pêcheurs, ce sont les paysans, ce sont ceux qui ont pris des risques sur leur vie, ce sont les pauvres gens. C'est ça l'horrible cortège dont parle Malraux. Eh ben moi je fais partie, je souhaite faire partie de cet horrible cortège. C'est celui qui a de la valeur, en fait. Il a de la valeur humaniste, il a de la valeur d'engagement, il a la valeur du courage, il a la valeur d'une certaine intégrité. Et je ne parle pas du tout de complotisme, je parle vraiment de sujets qui méritent d'être portés aujourd'hui. Parce que globalement, si on arrive dans une dérive qui nous amène à une espèce d'asservissement ou d'esclavage, putain, il faut en parler maintenant, hein. C'est pas quand on sera esclave qu'on en parlera. Alors, c'est sûr, sans compter que bon, la société, on va dire, transhumaniste qui nous serait vendue est en marche depuis de nombreuses années. Maintenant, là, à Nantes, là, je sais pas si vous avez vu récemment, ils mettent des chiens robots pour surveiller la distanciation entre les gens, savoir s'ils ont leur masque, etc. Mais bon, on parle de complot, mais le complot dans notre système pyramidal qui a toujours développé la prédation, a toujours eu lieu de toute histoire. Alors je prends juste des trucs que tout le monde connaît. Donc Colin Powell avec la guerre en Irak et les fameuses fioles présentées, on n'a jamais retrouvé trace de ces fameuses fioles en Irak. Pearl Harbor, excusez-moi. À savoir que quand les Japonais ont bombardé Pearl Harbor, le gouvernement américain savait à l'avance que Pearl Harbor allait être bombardé. Est-ce pour autant que le gouvernement américain a souhaité protéger ses compatriotes, ses citoyens? Non, il a laissé faire. Mais ça, c'est historique, hein. Je ne l'invente pas, je ne le sors pas d'un chapeau. Donc, quand on regarde, par exemple, Mémoire dans la peau, film Hollywood, trilogie, très célèbre, Boxbuster, qui sont les gens qui savent que c'est tiré de faits réels? Qui sait ça? Est-ce pour autant qu'on est complotiste dès le moment où on comprend que la CIA a utilisé certaines drogues pour obtenir des super soldats et que le meilleur soldat, c'était le soldat qui s'ignore avec des changements de la psychologie, MK Ultra, etc. Enfin, c'est déclassifié tout ça, c'est connu. Mais c'est clair qu'on n'en parle pas sur les plateaux télé, qu'on préfère en faire un film qui va faire un blockbuster sans pour dire « mais ça existe en fait hein. ». Ah bah c'est sûr qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Et quand j'entends les représentants de politiques ou autres sur le plateau télé qui dénoncent, entre guillemets, ou qui s'insurgent par rapport au film, mais je me dis, mais c'est qui ces gens? Ils vivent dans quel monde de bisounours? Parce que ils sont naïfs, mais ils sont vraiment naïfs. Donc soit ils y croient, et c'est dans ce cas-là, moi je me dirais, des idiots utiles,
Encore une fois, je fais part de cette réflexion, d'esprit critique que normalement on est censé avoir, mais peut-être qu'on pourrait dire « Ah, Immédiat, ils font chier, hein. Immédiat, on va les censurer. » Ce qui ne fera que potentiellement valider ce que je viens de dire. On n'a plus le droit de se poser des questions. Il y a une inquisition de la pensée, mais dites-nous, soyez clairs, dites-le nous. Qu'on n'ait plus à se prendre la tête, à s'emmerder, etc. Au moins, les choses sont claires. Ce qu'on peut penser, ce qu'on n'a pas le droit de penser, les questions qu'on peut poser, les questions qu'on ne peut pas poser. Et puis, on restera dans les clous pour ceux qui veulent rester dans les clous. Ou alors, il y aura les résistants, comme vient de le dire David, qui feront ce qu'il y a à faire. Mais il ne faut pas s'étonner. Voilà, d'où vient l'étonnement? Se poser des questions, c'est bien de douter. Il n'y a pas de problème. Donc... je parlais de Julian Assange et Edward Snowden sur la surveillance des communications, etc. Enfin bref, quand on voit les critiques qui ont été mises en avant par rapport au film, question, parce que toi-même, Pierre, avec tes collaborateurs, j'imagine qu'à un moment donné, après avoir sorti le film le 11 novembre cette année, vous vous êtes dit à un moment donné, ah, là peut-être cet invité, on n'aurait peut-être pas dû. Ce passage-là, on n'aurait pas dû. Parce qu'encore une fois, entre fin août et 11 novembre, vous avez fait rapide. Est-ce que toi, tu estimes que tu aurais corrigé, tu aurais peut-être raccourci, tu aurais enlevé des passages, des intervenants, etc. avec le recul? Avec le recul, ouais. Non. Rien du tout? Non, sincèrement, avec le recul, non. Et je vais même te dire, là, on est en train de refaire une version parce qu'en fait, certaines des grandes chaînes de télévision nous ont retiré les droits, c'est quand même énorme, des droits de certaines séquences que tout le monde peut voir gratuitement sur Internet. Hein. Mais ils nous ont retiré les droits, c'est juste pour nous faire chier. Et c'est du jamais vu encore. Hein. Mais moi, je m'attendais, je me suis dit, quand j'ai vu le tollé que ça a fait, quand j'ai vu surtout l'article de Libération, le virus du complotisme, j'avais juste envie de dire, ben, ils ont jamais titré avec le virus de la peur dont ils ont été le grand paragon. Enfin, donc c'est ça qui m'a amusé. Mais quand ils ont titré le virus du complotisme, je me suis dit, putain, bon, bah, j'ai dû, je sais pas, il y a peut-être eu dans le langage ou dans mes commentaires peut-être une approximation. Et encore, je fais hyper attention, je suis très très vigilant. Et ben, quand j'ai pu replonger pour voir s'il y avait vraiment pas eu aucune erreur, ben, et que je me suis rendu compte, ben non. C'est qu'on a justement montré que c'est, au contraire, c'est l'article de Libération qui était fallacieux, qui était même parfois qui est quasiment faux. Bah là, sincèrement, j'ai eu peur. Tu sais pourquoi j'ai eu peur? Parce que je me suis dit, si un organe de presse comme Libération, Le Monde, voire même l'AFP raconte des conneries, bah moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Je me dis que c'est quand même, ce sont des médias qui sont censés nous informer, qui sont pas censés, en plus de ça, ils vivent de la liberté d'expression dont ils ont tiré à boulet rouge sur la liberté d'expression parce qu'il n'y a pas eu un seul mot sur le fait que ce film-là a été censuré en moins de 24 heures quand même. Tu vois, et de me rendre compte que tout ce qu'ils ont raconté sur 2, 3, 4 pages, eh ben, c'était juste fallacieux, c'était juste faux, carrément faux. C'est-à-dire que moi, j'avais toutes les informations qui sont données dans le film sont sourcées. On peut ne pas être d'accord avec les témoignages des personnes, mais c'est leur témoignage. Et encore une fois, moi, si je l'ai mis dans mon film, c'est parce que voilà, c'est un point de vue et que je partageais ce point de vue-là. On peut ne pas être d'accord sur la réalisation, sur plein de choses. C'est pas grave. Mais par contre, que ces mêmes médias-là tirent à boulet rouge sur une véritable, c'est une œuvre, c'est un film, c'est un documentaire cinéma, en disant que c'est n'importe quoi, c'est un film complotiste, c'est un film voire même antisémite, c'est grave, antisémite. J'étais qualifié d'antisémite, ça a réagi sur tous les personnages du film, ces insultes, hein. C'est pas seulement sur Pierre Barnarias et sur l'équipe de production, mais pourquoi il y a 2 personnages qui n'ont pas subi la pression, qui n'ont pas pu supporter la pression, c'est parce que ce sont des termes qui sont hyper violents. Donc la question, c'est de savoir comment des gens qui vivent de la liberté d'expression tirent à boulet rouge sur la liberté d'expression quand elle est flinguée. C'est-à-dire que il n'y a pas eu un seul mot de Libération, du Monde, de l'AFP pour s'indigner du fait que ce film a été censuré par Vimeo, qui a fait de la rétention, qui a gardé l'argent, qui a remboursé tout le monde et qui s'est en même temps servi sur... ce qui s'est passé, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire que vous avez un organe comme ça, comme Vimeo, qui coupe le fil, Je crois que c'est une première. Hein. Je crois que c'est une première. Et qui en plus rembourse tous les personnes. Attendez,
ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils ont remboursé tous les participants, donc on est content, c'est pas un problème, mais ils se sont payés en plus de ça. Ils ont pris leur argent sur la commission, donc c'est du détournement de fonds, quoi. Ouais. Donc, et la chose la plus abjecte, parce que ça montre juste que ils n'ont pas de couilles, ces gens-là, ce sont des lâches. Je dis bien, ce sont des lâches, parce que quand ils ont remboursé les gens, ils n'ont pas marqué sur le ticket de remboursement. Le ticket de remboursement de hold-up. Non, ils ont juste reversé l'argent sans dire d'où ça venait. Donc les gens, à un moment donné, ils comprenaient pas. Ils ont, mais pourquoi je me suis fait rembourser 5,50 €? Pourquoi je me suis fait rembourser 9 €? Je comprends pas. Donc ils ont même pas eu le courage. Ils ont même pas eu le courage de dire, bah, écoutez, voilà, on vous rembourse le film d'Hold-up parce qu'on le trouve que c'est un film pourri et que voilà, on a décidé de l'arrêter comme ça. C'est inédié. Ouais. Inédié. 24 heures après sa sortie dans le domaine public. Alors, pardon, je me suis exprimé d'une façon assez vulgaire. Je m'en réponds parce que j'aime pas parler comme ça. Et c'est juste parce que ça m'a tellement choqué de cette attitude. C'est même méprisant vis-à-vis d'abord à la fois des gens qui nous ont aidés, à la fois des contributeurs, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est un film. Bah, en plus de ça, si j'avais écrit des choses fausses, volontairement fausses, s'il y avait vraiment des choses qui étaient... la malversation. Il n'y a pas un appel au meurtre, il n'y a pas un appel à la violence, il n'y a rien du tout, il y a juste des faits bout à bout. Tous les faits ont été sourcés. Et de voir ce torrent d'insultes, même de haine qui était visible sur les plateaux télé, bah, ça questionne, pardon. Alors, il y a donc Libération, tu viens de le dire, qui a écrit une tartine hein, et qui a repris 9 points ou 11 points. 10 points. Ouais, 10 points. 10 points. Voilà, alors l'article est assez ironique, hein, mais qui a voulu vraiment faire les choses, c'est pour dire, parce que quel est l'intérêt, pourrait-on dire, pour un média papier? Déjà, d'une part, de ne pas donner la parole à celui qui va recevoir l'attaque, donc vous en l'occurrence, et qui se permet de critiquer de but en blanc à travers 10 points dans les moindres détails, avec beaucoup d'ironie, hein, tant qu'à faire, si on peut y mettre quelques jugements de valeur dans l'affaire, ben on y va. Donc, tu as repris, je montre l'article en question sur tiprod.com où tu prends chaque élément, les éléments de l'article, où tu rayes et réécris en rouge ce que, normalement, un média, un organe de presse digne de ce nom aurait dû faire si vraiment il était digne de ce nom. Donc, voilà, c'est pour vous donner, là, vous voyez, les internautes regardent. Un exemple par rapport à la première question, l'OMS ne préconise pas le port du masque pour le grand public, donc à 5 minutes. Donc voilà, et tu fais les corrections, point par point. C'est très bien fait, hein. Et je trouve que c'est... Pardon. Je trouve que c'est très à propos pour le coup, de réécrire l'article tel qu'il aurait dû, entre guillemets, être écrit vraiment dans un style journalistique digne de ce nom. Et de corriger toutes les omissions, parce que là aussi on joue avec les mots dans cette histoire. C'est là où on voit la puissance des mots. Et c'est pas anodin de voir comment on peut orienter à travers un mot, sans compter que la langue française est très riche. Elle est connue pour ça, et elle nous est vantée, admirée dans le monde entier à cause de ça. Pour exprimer la même chose, on peut utiliser différentes subtilités de langage. Et en fonction de cette subtilité, on va pouvoir aller plus profondément dans l'analyse de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit, perçoit, etc. Donc, j'allais dire déjà bravo par rapport à ça. Et ce que j'aimerais... donc j'envoie les internautes et il y a tous les liens sur la page consacrée à cette émission, hein, vous retrouvez l'article en question qui renvoie sur Tiprod, et j'aimerais juste renvoyer à un article que je montre aux internautes, voilà, c'est sur 20minutes.fr, titré « Vous avez un proche qui adhère aux théories du complot sur le coronavirus, racontez-nous ». Alors c'est terrible cet article. Pourquoi? Parce que déjà, là, on parle de délation. Après, on peut faire des images historiques, etc. Mais ça s'appelle comme ça. Hein, voilà. Et deuxièmement, dans cette histoire, est à noter que, en France, à l'heure actuelle, dans les familles, entre ceux qui se posent juste des questions, sans rien affirmer encore une fois,
Et ceux qui prennent pour argent comptant sans remise en question eh bien, ce que dit le gouvernement, les porte-paroles, etc., eh bien, on a littéralement deux sons de cloche qui sont totalement opposés. C'est pour faire écho à ce que dit par exemple Didier Raoult avec le Remdesivir. Il dit attention, hein, ça pour moi c'est un scandale, etc. Et donc 4-6 mois après, boum, ça tombe, il avait raison, et là, est-ce qu'on s'excuse? Est-ce qu'on va dire, bah, on a un ponte de la virologie en France, au niveau mondial reconnu, et on décrit ce mec, on le raille, on essaye à travers les questions qu'on a pu voir dans les interviews qu'il a reçues, entre guillemets, c'est intéressant de voir les questions subtiles, l'air de rien. Comment on peut menacer quelqu'un, on peut essayer de lui faire des fausses trappes, des choses trappes, etc. C'est très intéressant de voir aussi la manière dont on fait ça, au même titre qu'on le fait avec Michel Onfray sur les plateaux de télé, et de voir comment ce dernier peut répondre. Mais c'est là où on voit que le savoir, c'est le pouvoir. Ça l'a été durant toutes les guerres, à travers la surface de l'humanité, et à quel point cette dernière, quand on utilise le savoir avec finesse, eh ben, on est vraiment dans l'art de la guerre de Sun Tzu, quoi. Donc, je reviens sur la dissension que ça crée au sein des familles françaises, cette histoire. Entre différentes générations, entre un mari et une femme, ou avec les enfants. Est-ce qu'on peut encore dire « je doute » sans pour autant affirmer « écoute, tu as le droit de penser ce que tu penses ». La richesse vient du débat, on peut essayer de chacun d'exprimer comment tu vois le monde, moi comment je vois le monde, et puis de trouver un consensus, trouver des voies, trouver des idées, de la créativité, mais on n'a même plus le droit d'affirmer un point de vue qui ne serait pas dans le consensus mainstream, j'entends. C'est terrible, donc moi je vous pose la question par rapport à vos familles respectives. Comment ça se passe? Quand Pierre, t'as reçu les attaques en question et que t'avais le film, t'as des enfants, comment peut-être tes parents ou autres dire qu'est-ce qui t'arrive mon fils, t'as viré, qu'est-ce qui se passe quoi? Au même titre que pareil pour toi David, comment ça, les échos que vous avez par rapport à votre entourage proche? Non, mais écoute, je mentirais si je dis que ça a été, tout s'est bien passé. Ça n'a pas été simple, mais ils se sont vite rendus compte, en fait. C'est ça qui est bien, c'est que la charge a été tellement violente, bah, en fait, qu'il y avait après, il y avait plus de questions, c'est-à-dire que le voile était levé, quoi. C'est-à-dire qu'en disant, écoute, Pierre, t'inquiète pas, on te soutient, parce que c'est complètement disproportionné, ce qui arrive est tellement insensé, les réactions ont été tellement virulentes, en plus de ça, des réactions non étayées, parce que tu parles de l'article de Libération, mais quand tu creuses un petit peu, quand tu lis l'article, tu découvres qu'il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. En plus de ça, ils ont traité ce film de complotiste et il n'y a aucun argument là-dessus, aucun argument sur le complotisme. Donc voilà, mais ça, je dis que la première semaine le silence a été pour moi un petit peu difficile à accepter. Mais après, voilà, après j'ai eu des beaux messages de soutien, et tant mieux, parce que ça a été, puis, et c'est vrai, et grâce aussi à, moi, ce sont les personnages du film, paradoxalement, qui m'ont porté. Et encore une fois, mille merci à eux, parce que il y a quand même plus d'une trentaine de personnes qui sont interviewées dans le film, et il y en a que 2 qui se sont désistés, hein. La question, c'est comment les 28 autres ont réussi à supporter tout ce déchaînement. C'est ce qui faisait, je pense que c'est la bonne vraie question. Et donc, voilà, merci à David qui est là, parce qu'il m'a récupéré à 2-3 moments où j'étais vraiment pas bien. Et donc, il y a eu, ce qui paradoxalement, c'est qu'il y a eu une vraie cohésion. C'est-à-dire qu'autour de ce film, il y a eu un vrai bloc qui s'est soudé. Tous les acteurs, tous les participants du film ont fait corps. Et moi, dans ma propre famille, voilà, il n'y a pas eu voilà, ça, je dis pas que ça a été très simple, mais voilà, ils se sont vite rendus compte au bout d'une semaine, et de voir que la violence était toujours du même côté. Ils se sont dit, ouais, alors, il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Et toi, David, comment tu l'as vécu? Écoute, moi, c'est important. Là, tu viens d'aborder, là, dans les dernières 10 minutes, Laurent, des thèmes qui sont fondamentaux, hein. Tu as parlé de Libération, tu vois, je vais revenir là-dessus. Libération, historique, création en 73. Hein, je sais que tu as abordé ce thème avec Pierre Jovanovic. On sait très bien ce qui se passe en 73. Hein. Et Libération doit, à mon avis, se créer sur ses fondements, parce qu'ils sentent bien qu'il se passe quand même quelque chose, et on sait très bien que c'est la réforme financière qui va amener, quelques années plus tard, 47 ans plus tard, la difficulté dans laquelle on est. Et les créateurs de Libération, il faut en parler. Sartre. Bon, on va laisser Sartre avec son parcours, mais Maurice Clavel, ça parle à quelqu'un, Maurice Clavel? C'est fondamental, Maurice Clavel. Son surnom de résistance, c'est Sinclair.
Je sais aussi que ça te parlera, hein. Par contre, là, il faut rentrer dans beaucoup de culture pour savoir pourquoi il s'appelle Sinclair. Et en fait, il reçoit le général de Gaulle sur le parvis de la cathédrale de Chartres. C'est des sujets qui sont importants quand il libère l'Eure-et-Loir et Nogent-le-Rotrou. Donc, c'est des sujets fondamentaux. Quand tu veux savoir comment mes proches réagissent, en fait, mes proches, comment dire, moi j'ai des enfants, j'ai 4 enfants, hein, globalement, ils réagissent pas dans l'inquiétude. Ils connaissent leur papa, un peu engagé, avec des idées un peu profondes, et ça fait partie du mouvement de la famille. Moi, ce qui m'interroge, c'est le silence radio que j'ai pu connaître. Je suis un peu reconnu dans la région finistérienne et bretonne. Je suis donc, je ne vais pas cacher mon identité ni ma spécialité dans le film, hein. Et au final, les sujets qui sont abordés sont des sujets extrêmement importants, qui sont aujourd'hui publics. C'est pas du complot quand on parle, comment dire, du Forum économique mondial, et que sur le site internet, on parle du Grid Reset. Putain, les médias doivent appeler. Tous les médias locaux, les petits médias doivent appeler. Ils doivent confirmer ce point de vue. Silence radio, Laurent. Silence radio. Alors, je ne sais pas si c'est Clavel qui, quand il était enfermé dans sa prison, tu sais, parce que lui ou un autre avait été enfermé, tu sais, dans une cellule de quelques mètres carrés, et on voulait le faire craquer absolument. Et on l'avait complètement isolé de l'extérieur. Et lui, pour s'évader de ce monde du silence, de ce monde de l'isolation, que permet de rompre aujourd'hui des médias comme le tien, hein, sur le web, avec cette indépendance d'esprit, il se positionnait sur sa carpette en béton, et il regardait le plafond de sa cellule. Et dans le plafond de sa cellule, il y avait des éclatements de peinture, des éclats de peinture. Et en fait, pour ne pas tomber dans la folie, il imaginait l'Odyssée d'Ulysse. Il se rejouait perpétuellement l'Odyssée d'Ulysse pour ne pas sombrer dans la folie de l'isolement. Et je pense que nous devons jouer cette solidarité, et finalement, quel que soit notre fond de pensée, et je sais aussi on classe tous les médias indépendants presque d'extrémisme, et puis on va nous mettre une étiquette assez facile. Voilà, cette étiquette-là, je ne l'accepte pas, parce que j'ai un engagement public qui est connu, et donc je suis dégrévé de cette attitude. Je suis juste quelqu'un comme Pierre est en plus sensible, je suis peut-être un peu moins sensible, mais qui se donne le droit de l'intelligence. Et dans l'intelligence, il y a un point qui est extrêmement important, c'est sa définition d'interligéré, c'est-à-dire faire des liens. Et en fait, ce que nous faisons quand nous sommes taxés de complotistes, c'est que nous faisons tous les liens. Et quand on fait tous les liens, en fait, on retrouve un schéma qui est un schéma extrêmement cohérent. Et donc moi, je voudrais avoir en contradicteur des gens qui me montrent et qui me prouvent que la cohérence que je trouve dans le schéma qui nous est imposé est fabulatrice. Et je peux t'assurer qu'ils ont intérêt de se lever et d'étudier à fond leurs sources, parce que le schéma est trop parfait. Il est trop parfait. Quand on taxe nos politiques d'incompétence, je n'y crois pas du tout. Ces mecs ont fait les plus hautes écoles d'administration française, ils ne peuvent pas être incompétents. Qu'ils soient stériles dans la décision, parce que c'est difficile de prendre une décision collective quand il y a un conseil des ministres avec 50 mecs qui ouvrent leur gueule, je suis d'accord. Mais par contre, dire qu'ils sont incompétents, c'est juste en fait une simplification qui nous simplifie l'esprit et qui nous place en situation de confort. Ces mecs-là ne sont pas incompétents, ils sont extrêmement brillants, et nous devons être à leur niveau, c'est-à-dire extrêmement brillants dans notre manière d'aborder les sujets. Et souvent, tu vois, on parlait tout à l'heure des positionnements médiatiques. Étant entendu qu'ils savent mettre la pression sur les invités, on va être déstabilisé, et on ne pourra pas, parce que être brillant nécessite d'être posé, évidemment, hein, et de maîtriser son émotion. Et quand on n'est plus en mesure de maîtriser son émotion parce que le rythme est trop élevé, parce que on a face à nous des gens extrêmement entraînés, on va avoir une déperdition de nos capacités d'analyse qui ne peut être compensée que par des films de format long,
comme celui que Pierre a sorti. Ah, mais c'est ce que je fais, donc je comprends, hein, mais en même temps, c'est vrai que c'est difficile de s'adresser à des gens où finalement l'esprit critique, la consommation de l'information, où on sait aujourd'hui que le temps de concentration sur Internet, c'est 10 minutes. Ouais. Et que ce qui marche, c'est les formats de 10 minutes. Alors moi, quand je fais des émissions de plusieurs heures, je sais que ça va pas attirer la majorité, hein, parce que les gens qui veulent se pencher sur un sujet, approfondir, etc., la société nous a vendu le fait que c'était fun, c'était bien d'avoir un maximum d'infos. Bref, on privilégie la quantité à la qualité. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est un réapprentissage intellectuel. Nos enfants, on le voit bien. Hein, c'est un enfant d'aujourd'hui en primaire, c'est beaucoup moins de choses qu'un enfant d'il y a 50 ans en arrière. C'est pour la même période à l'école. C'est j'allais dire catastrophique. C'est comme ça. Bon, voilà. Mais ça prend en considération qu'on formate bien les esprits. Donc, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, messieurs. Parce qu'il y a la loi sécurité avec l'article 24 et 25 qui a fait moult débats, en tout cas dans les rues, maintenant depuis 2 samedis de suite, là, conséquemment, où finalement le Conseil constitutionnel a dit non, et puis derrière, la République en marche qui dit bah, c'est pas grave, on va réécrire le texte, etc., il faut protéger nos policiers, etc. Sauf que dans les articles est stipulé que maintenant, on pourra être, entre guillemets, fiché en fonction de sa philosophie, de sa religion, bref, c'est pas tant là délit de faciès, c'est délit de ce qu'on pense. Et, bon, je fais un lien, peut-être un raccourci, et vous avez raison de le penser, soyez critiques, chers internautes. Et je constate que derrière ça, on a Jean-Bernard Fourtillan, professeur et expert en pharmacologie et toxicologie, qui est interné en hôpital psychiatrique à Uzès, dans le Gard. Et là, différentes personnes se manifestent, etc., essayent d'avoir des nouvelles. Pas de nouvelles, au moins jusqu'au 15. Normalement, là, donc ça devait être hier. Normalement, on a dû avoir une fenêtre où on a pu avoir normalement des nouvelles à partir d'hier. Je ne sais pas ce qu'il y en a aujourd'hui. Et on s'aperçoit, parce que je suis l'affaire, que sa femme a disparu. Et ça depuis plus d'une semaine. Parce que je me posais la question, je dis mais pourquoi on ne va pas voir la famille de Monsieur Fourtillan pour savoir un peu ce qu'il en est, qu'est-ce que ces experts, entre guillemets, de l'hôpital psychiatrique ont pu répondre à cette famille. Eh bien, la famille est introuvable. Femme disparue. Et est-ce qu'on en parle aussi dans les médias mainstream? Alors j'ai pu voir l'avocat qui est l'avocat que tu as appris, que Tiprod a pris, hein, Carlo Alberto Brosa, que l'on voit dans le documentaire et qui se fait entendre depuis de nombreux mois sur Internet, justement pour exprimer d'un point de vue juridique dans quelle mesure on est dans une certaine forme d'illégalité. Il l'a mentionné à plusieurs reprises, on peut télécharger certains documents par rapport au confinement, sur le fait d'avoir le masque, pas le masque, etc. Bref, je renvoie les internautes sur son site. Mais ce dernier donc vient s'exprimer sur l'enfermement ou l'enlèvement, pourrait-on penser peut-être, de M. Fourtillan. Donc, Pierre, est-ce que tu as des nouvelles? Qu'est-ce qu'il en est? Et qu'est-ce que ça laisserait présager au regard de ce que toi, tu ressens? Écoute, merci, vraiment merci. Je voulais commencer, mais je t'ai laissé. Je voulais vraiment commencer. D'abord, je pense pour dire que je pense vraiment à lui, que je suis, mais enfin, je sais pas quoi. J'ai pas de mots, donc, mais je suis stupéfait réellement. Vous vous rendez compte que cet homme a porté plainte contre l'Institut Pasteur le 4 décembre. D'accord, le 4 décembre. Et 6 jours plus tard, on le retrouve interné contre son gré, enfin de force. Il est placé à l'isolement. Et puis là, c'est rédhibitoire, vous ne pouvez pas rentrer en contact si vous n'êtes pas des membres de sa famille. Qu'est-ce que j'ai appris? Donc moi, bien sûr, j'ai appelé tout son entourage, impossible d'avoir des nouvelles. J'ai appelé sa femme, impossible de l'avoir également au téléphone, et je continue d'appeler, j'ai toujours pas de nouvelles. Là, j'ai son médecin traitant qui est descendu à Uzès, n'a pas pu le rencontrer. En revanche, il a pu avoir son fils qui lui a dit, hein, je le cite, a dit oui, mais maintenant, mon père, il est content, il se sent en sécurité. J'ai dit... Et puis là, à ce moment, alors j'ai trouvé ça très étrange. Mais bon, c'est comme ça, c'est ce qu'il me rapporte. Et il a entendu qu'il y avait sa mère à côté de lui, donc la femme de Jean-Bernard Fourtillan. Donc il dit, écoutez, il y a votre mère qui est à côté de vous, est-ce que je peux lui parler? Et là, il a raccroché au nez. Et impossibilité d'avoir Madame Fourtillan. Donc oui, c'est grave ce qui se passe. Et c'est d'autant plus grave que
Bah, apparemment, j'ai pas eu d'écho non plus de la part des grands médias de masse, c'est-à-dire que ce soit la télé ou la radio. Je sais pas si l'AFP a fait une dépêche, mais de savoir qu'un témoin important du film, hein, c'est quand même le professeur, c'est pas rien. Il est bardé de diplômes, il est bardé de doctorat, il a mis en lien, enfin, il travaille contre une maladie qui s'appelle Parkinson ou Alzheimer. Enfin, c'est son cheval de bataille. Il a travaillé, il a découvert l'hormone du sommeil. Enfin, il a fait des travaux quand même, on en parlait tout à l'heure, qui sont vraiment importants. Et là, on apprend au XXIe siècle que cet homme qui est vraiment sain, hein, enfin, moi je l'ai rencontré à plusieurs reprises, il a été interné, placé à l'isolement. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'isolement, 15 jours. Hein. Enfin, donc il a été piqué, hein, Ouais. parce que vous ne pouvez pas subir un isolement comme ça. Et il n'y a pas une indignation dans la presse. Il n'y a pas une indignation dans la classe politique pour dire, mais attendez, on veut savoir où est le professeur Fourtillan, qu'est-ce qui s'est passé. C'est l'un des témoins du film qui a porté plainte le 4 décembre. Hein. Le 4 décembre, pour crime contre l'humanité, contre l'Institut Pasteur, qui l'accuse d'avoir fabriqué le fameux SARS-CoV-2. Et là, plus rien. Donc, malheureusement, j'ai pas de nouvelles. En tout cas, tous les jours, moi, je continue d'appeler son entourage. J'ai bien sûr son avocat. Je sais pas ce qu'il fait, son avocat. On l'entend pas du tout. Donc, c'est aussi intéressant. Enfin voilà, je sais pas. Je suis. Alors là, ça a été là aussi l'Institut Pasteur qui aurait, je le mets au conditionnel, hein, voilà, aurait créé le SARS-CoV-2, donc le fameux coronavirus. Libération a mis en exergue que, justement, dans le film, on voit bien le professeur Fourtillan qui dit, bah voilà, regardez, date de création, etc. Démenti par la suite par Libération en disant, non, en fait, il s'est trompé, c'était pas le même truc, etc. Chose que tu reprends dans l'article sur le site de T-Prod, où là, tu fais bien l'analyse, l'Institut Pasteur a créé le virus, c'est sûr. Et après, encore une fois, on joue sur les mots. Qu'est-ce qu'on veut dire par créer un virus dans cette histoire ? Et on peut douter. Alors, l'Institut Pasteur, l'emblème français de la médecine française, etc. Et pour rappel, voilà cet article, d'un article donc de Libération, en date du 8 mars 2017, trafic de virus, l'Institut Pasteur visé par une enquête. Donc, je ne rentre pas dans les détails, je ne sais pas quel a été le résultat de l'article en question, si effectivement l'Institut Pasteur a été amené à payer des dividendes, etc. Par rapport à cette histoire, mais ce n'est pas la première fois, ou ça ne serait pas la première fois, que des laboratoires connus, réputés, je me rappelle en 2011 qu'il y en avait eu plusieurs, où à travers des laboratoires de sécurité P4, qui sont censés être verrouillés, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien, que ces derniers sortent du labo, sont emmenés et disparaissent. Revoir en 2011, avec le H1N1. Dire, mais comment il est possible que des virus qui pourraient décimer peut-être l'humanité entière, déjà que l'être humain puisse travailler, créer des virus. Non mais jusqu'où on va? Déjà on pourrait, philosophiquement parlant, voir si l'humanité a toute sa tête. Bon, qu'importe. Mais qu'en même temps, ces différents laboratoires, Sanofi, GlaxoSmithKline ou bref, vous m'avez saisi, excuse-moi, je bafouille, je parle un peu vite. Et que des virus disparaissent comme ça de but en blanc, c'est quand même énorme, cette histoire. Alors, il y a des enjeux qui sont gigantesques, parce que pour ceux et celles qui nous écoutent, il faut savoir une chose, c'est que le business le plus rentable au monde, c'est pas l'armement, c'est les labos pharmaceutiques. 940 milliards de dollars par an, plus que l'armement. Donc entendez bien que c'est le number one. Donc les enjeux sont considérables. Quand on parle d'espionnage industriel, etc., et la marge, elle est énorme. Donc sans rentrer dans un monde de bisounours, juste se poser des questions et se dire, mais l'Institut Pasteur a été quand même accusé en 2017. Est-ce que ça ne serait pas légitime qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y ait des fonds solides dans cette histoire, sur ce qui, on peut entendre les sons de cloche là aussi, comme tu viens de le dire, Pierre, dans quelle mesure les médias mainstream font-ils leur travail? Parce que ça coûte de l'argent d'enquêter. Et vous êtes le premier à le savoir. De toute façon, il y a une réalité
une vérité, c'est qu'on ne brevette pas le naturel. Un virus naturel, ça ne se brevette pas. Donc, le virus, le SARS-CoV-1, le SARS-CoV a été breveté en 2003, il y a eu un deuxième brevet en 2011 qui est le même. Et qu'est-ce qu'on apprend, et c'est ça qui m'a fait bouger également, c'est que quand le 19, je crois que c'était le 19 avril, vous avez le prix Nobel de médecine qui s'appelle le professeur Luc Montagnier, qui nous dit sur un plateau télé, sur CNews, en disant oui, ce fameux SARS-CoV-2 a été quand même un petit peu, voilà, il a été un petit peu trafiqué, on lui a mis des segments ou des séquences de la malaria et du VIH. Alors pourquoi, j'en sais rien. En tout cas, toujours est-il qu'on apprend depuis quasiment maintenant 10 ans par Anthony Fauci que le but, c'est de créer un virus pandémique, donc un virus qui se transmet facilement d'homme à homme, parce que jusqu'à maintenant, le virus qui passe du monde animal à l'homme, après il se transmet difficilement. Enfin, donc là, l'idée, c'était de créer un virus pandémique au cas où demain, s'il y a un virus pandémique, on puisse trouver les vaccins. Donc c'est juste une histoire d'argent. Encore. Donc, quand vous savez qu'il y a des millions qui sont dépensés par les Américains et peut-être sans doute par les Chinois aussi pour essayer de créer un virus qui soit hautement pandémique, quand vous avez en plus ça couronné par un fameux Bill Gates qui n'a rien à voir avec un médecin, avec un scientifique qui est juste là un vendeur d'antivirus, quand vous savez ce fameux Bill Gates qui nous dit en 2015 que de toute façon le danger c'est plus l'arme nucléaire, c'est le virus. Mais le virus naturel, et on vient du virus, donc il n'y a pas à être soucieux du virus. Par contre, un virus trafiqué, un virus dans lequel l'homme aurait un petit peu bougé pour lui rajouter des petits vecteurs qui permettent au virus de se transmettre plus facilement. Oui, là, ça devient une arme. Ça devient une arme bactériologique. Et pourquoi tous ces laboratoires P4, P5 avec vous avez vraiment des cosmonautes, on a l'impression qu'effectivement, qu'on est vraiment en guerre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font derrière? Qu'est-ce qu'ils font derrière dans ces laboratoires? Il faut juste se poser la question. Et tout devient crédible à partir du moment où on a la preuve que le SARS-CoV-2 a bien été créé en labo. Tout devient plausible à ce moment-là. Ouais. Devient plausible. Et donc la pierre d'angle, pour moi, elle est là. Et d'avoir donné la parole à un professeur de chimie qui n'est pas un fou furieux, qui s'appelle le professeur Fourtillan, lui avoir laissé la parole en disant, bah, écoutez, pour lui, il est sûr, il a les brevets. En plus, c'est un spécialiste des brevets. Il en a pris je sais pas combien. Donc, il connaît bien cet univers-là que moi, je connais pas. Pas du tout. Bah, il est où le problème? C'est quand même intéressant. La seule question, c'est pourquoi les journalistes, quand ils apprennent dès le mois d'avril que le virus pourrait avoir été créé dans un labo, pourquoi personne n'a fait l'enquête? Pourquoi personne n'est allé voir la directrice du labo P4 à Yuan? Ça aurait été intéressant de l'interviewer. Ouais. Elle a disparu aujourd'hui, on ne sait pas où elle est. Intéressant, non? Pourquoi aucune enquête sur la création de ce virus? Aucune enquête. Alors, il y a un magazine auquel j'ai collaboré qui s'appelle Zone envoyée spéciale, Zone interdite, enfin bref, il y a quand même pas mal de magazines qui sont censés chercher des infos. Pourquoi il y a rien eu à la fois sur l'origine du virus, à la fois sur les dégâts du confinement, sur le nombre de morts? Je suis convaincu, mais ça c'est juste une intuition, c'est plus qu'une intuition. Je pense que on va bientôt montrer que les dégâts du confinement ont causé bien plus de morts que le virus en lui-même. Mais ça, j'en suis intimement convaincu. Ah, mais c'est certain. J'ai pas le temps de chercher. Ouais, c'est certain parce que déjà, les anxiolytiques antidépresseurs, la consommation a augmenté dans des proportions considérables. Déjà que la France était la première consommatrice de ce genre de produits, là, ça a explosé. Le nombre d'arrêts cardiaques qui n'ont pas pu être qui n'ont pas pu être sauvés parce que non, tout était occupé. Le nombre de cancers qui n'ont pas pu être traités, qui arrivent en phase 4 ou 5, on peut plus rien faire. Le nombre d'enfants qui ont été violés, le nombre de femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint, enfin c'est le nombre de suicides qui a été multiplié par 3. Quand on aura tous ces chiffres-là, je pense qu'on va avoir de belles surprises. Par contre, c'est triste de savoir qu'aujourd'hui, on n'a toujours aucune information fiable là-dessus. Alors, comme on l'a abordé à quelques reprises, mais je te pose la question, est-ce que durant la réalisation du documentaire, vous vous êtes dit, tiens, là, il y a quand même deux personnalités qui sont intéressantes, surtout quand on arrive vers la fin, on se dit, bon, Michel Onfray, il parle de l'état profond, et sur le plateau de télé, hein,
clairement, il dit, bah voilà, il y a un État profond, l'oligarchie, bah vous les médias, vous n'êtes pas libres, il leur a dit. Voilà, donc il se cache pas, c'est très construit, c'est très carré, il ne se laisse aucunement déstabiliser. On aurait pu peut-être se dire, bah, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas venir dans le documentaire pour lui poser des questions, pour quelque part valider, parce que à la fin on pourrait se dire, bah, il parle peut-être un peu de la même chose dans cette histoire. Il y a des gens qui sont là et qui ont un plan direct et qui veulent nous vendre le transhumanisme, ce que nous dit Michel Onfray. Donc là aussi, à travers des recherches peut-être diverses, Front Populaire pour Michel Onfray, et puis Hold Up pour T-Prod, de se dire, bah là, on pourrait peut-être trouver un terrain d'entente, tiens, on va interviewer Michel Onfray. Alors, question, vous l'avez interviewé, vous y avez pensé? Non, c'était prévu. C'était prévu, mais voilà, on avait, voilà, encore une fois, on voulait sortir le film vite, et voilà. Mais en tout cas, oui, on avait bien sûr eu pour aider de le contacter. On était même rentré en contact. Enfin, je sais que mon coproducteur l'avait déjà sollicité. Donc voilà, ça, on n'a pas pu le faire, on n'a pas eu le temps de le faire. Il faut encore savoir qu'on a fait ce film un petit peu dans une urgence absolue parce qu'on s'est dit on peut pas laisser passer ça, quoi, c'est pas possible. Alors, c'est vrai qu'il y avait une certaine forme d'urgence, ça c'est clair, parce que encore une fois, beaucoup de gens se posaient des questions et que ce film est arrivé à point nommé pour mettre en lumière, en exergue toutes ces questions, encore une fois, qui est légitime, sans pour autant affirmer quoi que ce soit. Deuxième personnalité qui, à mon sens, rentrait bien dans le questionnement, l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, Michel Rivasi, que j'ai interviewé début août et qui nous dit, bah en fait, là, ils veulent nous faire un vaccin qui est une première, un vaccin ARN. Normalement, il faut 10 ans pour créer un vaccin. Là, en l'espace de soi-disant 8 mois à peine, 10 mois, pof, hop, on nous sort le truc qui joue directement sur l'ADN, donc qui se transmet aux futures générations, hein, important, et que l'Europe n'a pas pris les dispositions de verrouiller la sécurité avec des examens, des études, etc. Parce qu'il y a urgence, il y a pandémie, vous comprenez? Donc on fait sauter tous les examens préalables, les sécurités, etc. Et puis de surcroît, chose quand même énorme, et sous prétexte, parce que quand Michel Rivasi, quand je lui posais la question, il me dit « Ouais, mais en fait, les eurodéputés ont eu peur. Il y a la pandémie, vous comprenez? Donc on fait sauter toutes les verrous, parce qu'il y a urgence. » Je dis, bon, ouais, mais enfin bon, quand même, parce que là, si on me vaccine sans avoir aucun recul, et de surcroît, ce qui pourrait être susceptible de mettre la puce à l'oreille, c'est de dire, bon, bah, s'il y a un problème avec le vaccin, qui se prend 2 fois, eh bien, en fait, les labos ne seront pas tenus responsables. C'est les États qui vont payer. Alors là, on tombe des nues, on se dit, mais c'est quoi ce délire? Est-ce que c'est normal et légitime que ça soit les gouvernements qui payent pour les fautes des labos? Parce que là, on parle de milliards. Bah, t'as tout dit, il n'y a rien à rajouter, effectivement. En tout cas, dans le film, déjà, on n'a pas beaucoup parlé des vaccins, parce que déjà, on voulait juste montrer le côté complètement surréaliste, encore une fois, avec des mesures qui n'ont jamais existé, c'est-à-dire confinement, port du masque obligatoire sur une population saine, ça encore aucun recul, ça a été 2 mesures historiques, confinement, ça, après, je parle même pas du couvre-feu, il y avait tellement de choses qui étaient complètement, qui ne collaient pas à la réalité avec un virus, avec au total un taux de mortalité ou un taux de survie de 99,95%, j'aime bien ce chiffre-là, on survit au Covid-19, le taux de survie est de 99,95% et que la moyenne, on va dire que la moyenne d'âge des gens qui meurent du Covid-19, c'est 83-84 ans. Donc arrêtons, vous n'allez pas flinguer les générations futures, parce que là, la question qu'il faut se poser et dont on n'a pas les réponses, c'est d'où viennent ces centaines de milliards qui pleuvent du ciel depuis 6 mois? Qui va payer? Comment ça va se faire? Là, on est endetté jusqu'à la fin pour des siècles et des siècles. Ça tombe bien pour le grand reset, j'allais dire. Voilà, des centaines de milliards qui sont tombés comme ça, pardon. Hein. Parce que je pense que Klaus Schwab, donc le créateur du Forum économique mondial, donc cet homme qui, alors c'est très clair, on retrouve encore une fois sur internet des vidéos sur YouTube, et il annonce ce qui va se passer.
Ni plus ni moins. Alors, est-ce qu'on est complotiste? Je sais pas, moi. J'ai un mec qui reçoit les plus grands de ce monde, les plus grandes entreprises, des gens qui décident ce qu'on va faire, pandémie, blablabla. Tout est, entre guillemets, écrit. Ils ont les scénarios pour tout. Ils ont tout prévu dans leur petit tiroir. Et ce qu'ils nous disent, quand j'entends M. Schwab, c'est il faut un réinitialisation puisque la dette explose. Donc, on va tout remettre à zéro. Et par contre, derrière, ce qu'ils veulent nous vendre, c'est... alors ouais, on pourrait dire, c'est le bisounours, hein, ou alors le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, au choix. Donc peut-être, David, tu peux nous toucher un mot là-dessus. Ouais, bien sûr. Là, vous abordez vachement vous allez très vite dans les thèmes, et il faut les poser. Tu as parlé d'Europe Écologie Les Verts. Je pense que une nouvelle fois, ils vont pas vraiment s'entendre, en fait, globalement, c'est ce qui se passe, le 9 novembre, avant la sortie du film, Yannick Jadot ouvre les portes du vaccin obligatoire. Il dit qu'il faut vacciner tout le monde. C'est le 9 novembre. Ouais. Heureusement, et je dis merci, je l'embrasse quasiment à Pierre, qui sort le film le 11. Parce que Europe Écologie Les Verts, faut retracer un peu le mouvement. C'est devenu la force politique quasiment la plus forte de France après les municipales. Et au final, le 9-11, Yannick Jadot fait un chèque en blanc à la politique qui est lancée par le gouvernement. Ouais. Et donc, en fait, heureusement que le film sort le 11. Donc, contre-pouvoir, positionnement, on s'aperçoit que la population n'est pas tout à fait d'accord de se faire vacciner massivement. Et puis, on a cette personne, je crois qu'il s'appelle Dr Combe ou Professeur Combe, qui dit attention, on n'a que des communiqués de presse, et donc attention au vaccin. Et puis lui, 10 jours plus tard, putain, il a complètement viré, là maintenant, vas-y, il faut y aller, quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Peut-être a-t-il lu les études, mais si c'est les mêmes études que cet homme brillant aussi intellectuellement, et qui prend beaucoup de risques, vraiment, je le regarde, très jeune, très dynamique, très construit intellectuellement, comme Louis Fouché, qui dit dans sa dernière intervention YouTube, il dit la synthétine à l'intérieur du vaccin, et que la synthétine a un effet sur le placenta et donc sur la fertilité. Waouh. Et comment va-t-il être traité? Va-t-il être isolé, lui également? Va-t-il devenir marginal de ce monde de pensée? Est-ce que quelqu'un va pouvoir nous rentrer dans une explication motivée, argumentée de cet effet-là? Ça, c'est des sujets fondamentaux. Après, il y en a deux autres qui sont importants, et là, moi, je ne vais pas vraiment m'exposer, parce que je ne veux pas prendre une balle dans le buffet, quand même. Il faut aller voir qui est le président de l'Institut Pasteur jusqu'en 2016. Je conseille vos internautes d'aller le faire. Et je conseille aussi de voir la logique d'expansion de groupes, de certains groupes, de laboratoires d'analyse médicale. Et de rentrer vraiment dans une analyse profonde, journalistique, telle que les journalistes devraient le faire. Parce que les labos qui font des tests PCR, qui manifestement vont être généralisés, donc on imagine le nombre de tests, ils sont tous remboursés, mais qui payent. Ouais, la Sécu, c'est nous. Ouais. Bien sûr, mais la sécurité sociale, revenons, est de nouveau, à 1945. La sécurité sociale, c'est le Comité national de la résistance, c'est le CNR. Et qu'est-ce qu'on fait de cet héritage? Ça se pose comme question, j'ai droit de la poser, j'ai droit d'intervenir sur ce sujet, j'ai droit de positionner une question de citoyen sur ce sujet, ou je n'ai pas droit de le faire? Et globalement, j'estime avoir le droit et d'avoir, peut-être pas la légitimité d'ailleurs, mais simplement la préoccupation du bien public, du bien social, de ce qui est le plus précieux entre nous et qui fait civilisation, qui fait peuple. En fait, moi j'aime beaucoup Onfray quand il dit vous me traitez de populiste. Je ne suis pas populiste, je défends le peuple. Parce que c'est celui dont on parle le moins, c'est celui qui est le plus négligé. J'adore cette vision. Il est populiste, il est exigeant intellectuellement. Et j'aime aussi énormément la personnalité de Michel Onfray, parce que je pense que cet homme, de ce que je lis, a frôlé la mort, en fait, globalement. Ouais. Etc. Et donc en fait, il est dégagé de sa démarche égoïste. Et je pense que Michel Onfray est engagé un autre chemin. Et dans ce sens, il ouvre des perspectives qui sont des perspectives de grande valeur. Voilà, de grande valeur. Et je tiens à le ne connaît pas, on ne se verra jamais, mais à le remercier, pour
voilà, ce courage. Et je pense qu'il faut un énorme courage pour aller. Et pour finir, parce que tous les thèmes sont passionnants, on pourrait passer des heures. Et merci de ce long format. Elie Chouraqui. Extraordinaire mec, très sympa, brillantissime réalisateur de films, qui dans une émission, sans doute un format qu'il anime, invite Michel Onfray. Et Michel Onfray lui parle du transhumanisme, en lui disant la société qu'on est en train de construire avec les bases dans l'Ouest américain, autour de la Silicon Valley, sans contrôle éthique, etc. C'est la société transhumanisme dans laquelle l'homme n'est plus un humain tel quel, c'est un projet. Et Elie Chouraqui lui dit c'est pas vrai Michel. C'est pas vrai ce que tu me racontes. Et Michel Onfray, qui a l'air d'apprécier Elie Chouraqui comme un ami, lui dit bah si, ce que je te décris, c'est la vérité, simplement tu n'es pas informé. Et toi qui représentes quand même la culture française, c'est un homme de la culture française, il est déséquilibré par l'argumentaire d'Onfray. Et c'est magnifique. Ce moment-là, c'est un moment d'éternité, quoi. Et c'est des gens brillants qui l'expriment. Et il l'exprime avec des mots qui sont des mots compréhensibles par tous. Il faut être rigoureux, nous aussi, dans notre démarche d'apprentissage pour intégrer tous ces éléments et être bien structuré. En fait, ce qu'ils attendent de nous, c'est la division. Ils attendent qu'on se divise, ils attendent qu'on soit des agités. Soyons le plus formés possible, rentrons dans la formation possible. Je sais que toi, que d'autres font ce travail. Soyons des brillants intellectuels. C'est très important. Ça. Alors, je vais reprendre les propos, puisqu'on parle de Michel Onfray, et je reprendrai ceux qui sont en conclusion de l'article de Tiprod, en bas du débunkage de Libération. Je cite, « La philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident. La propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter. » Propos de Aldous Huxley. Puisqu'on parlait du meilleur des mondes. Voilà, donc oui, développons notre esprit critique, et c'est pas la fin du monde que de remettre en question ce qu'on peut entendre à la télévision ou quoi que ce soit. Donc je reviens parce que je t'ai demandé, poser la question, mais beaucoup de choses comme David vient de le dire, de hit. Donc Michel Rivasi, est-ce que tu as eu à un moment donné, Pierre, l'envie de pouvoir l'interviewer au regard du documentaire? Écoute, pour être très honnête, pour avoir l'envie, il aurait fallu avoir la connaissance, et je n'avais pas connaissance de ces prises de position. Okay. Voilà, donc j'ignorais. Et encore une fois, les vaccins, voilà, c'est arrivé vraiment à tout, c'était en bout de course, donc j'évoque quasiment très peu la question des vaccins. Mais non, donc voilà. Mais si, oui, pourquoi pas, au contraire. Mais je reviens juste encore une chose, et il faut bien comprendre. Le scandale, il y a 2 scandales dans le film, et il y a besoin d'avoir les réponses. Le scandale du Lancet et le scandale du Remdesivir. C'est quand même énorme. Pendant 10 mois, tout le gouvernement a fait la promotion avec des médecins envoyés qui étaient justes, ou avec des journalistes qui passaient les plats. Pendant 10 mois, on a eu la promotion du Remdesivir, qui a été vendu, qui a été acheté par l'Union européenne. Punaise, donc Gilead a touché l'argent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'on va pas s'en servir? Ouais, c'est un scandale. Parce que c'est mais ça devrait faire tomber tout le monde, ça. Rien que ce scandale-là. Et ça passe. Ça passe. Ouais. Y a pas, ça devrait faire la une de tous les journaux, même des JT d'information. Et pourquoi il n'y a rien? Ouais, c'est ce que disait Raoult, interviewé, où la chroniqueuse, enfin l'animatrice disait « Ouais, mais la France n'a pas acheté. » Mais en fait, vu que c'est l'Europe, ça reste nous. De toute façon, c'est notre argent. Voilà. Pierre, David, on arrive à la fin de cette émission. Comme l'a dit David, c'était, voilà, il y avait plein de choses. J'ai fait en sorte, parce que tu avais besoin absolument de te libérer à 16h45, Pierre. Donc déjà un grand merci d'avoir accepté cette interview. Merci aussi à David pour ta participation. C'est une émission à tiroir. On a fait, en tout cas pour moi, c'était important de te donner la parole, et puis que tu puisses nous donner un peu ton regard, ton point de vue sur tout ce qui s'est dit, fait à travers le documentaire. Et pour mon grand regret, encore une fois, puisque tu parles du rôle des journalistes, j'aurais aimé
que tu sois reçu sur un plateau télé pendant 1 heure et demie à débattre des différents sujets qui sont abordés dans le film, comme a pu l'être Marie-Monique Robin pour Monsanto, pour des tas d'autres documentaires comme ça d'investigation, d'enquête. Bah oui, c'est des partis pris, mais au moins qu'on puisse en débattre sur un plateau télé, à minima. Là, t'as même pas eu cette opportunité. D'abord, j'ai pas été invité sur les plateaux des grandes chaînes de télé, ou voire même sur CNews, ou voilà. Donc j'ai été invité dans une émission en différé, que j'ai accepté du bout des lèvres, et ça s'est très mal terminé parce que ils ont tout coupé. Enfin bref, ça a été une grosse manipulation. Voilà, c'était le plateau de W9. J'ai pas pu parler, j'ai pas pu en placer une. Ouais. Et la deuxième chose, on m'a invité effectivement à une émission TMC, mais comme c'était pas une émission en direct, j'ai refusé. Les seules émissions maintenant que j'accepterai, c'est du direct. Maintenant, ce qu'on va faire, pour faire toute la lumière là-dessus, on va essayer d'organiser un direct sur une page Facebook ou sur YouTube où on va inviter 5 journalistes. On va inviter 5 journalistes. Il y aura peut-être 3 moi, mon coproducteur et des personnages du film, en disant, écoutez, voilà, on va débattre de ce film, d'accord, que ce soit un journaliste de Libération, du Monde, d'un plateau télé, notamment, par exemple, Laurent Delahousse, qui a bastonné en plein 20h qu'il n'y avait que des fake news dans le film. Et ben, viens, mon ami, débattre avec nous. Et débattons. Et on va le faire, on va l'organiser, ce direct sur la page Facebook. Comme ça, nous, on a les arguments, on a tout dit, et au moins, ça sera dans une totale transparence. On va le faire, ça. On va le proposer, en tout cas. Je ne sais pas s'ils vont accepter. Ce serait bien, parce qu'au moins, ça sera du direct. Et voilà. Je suis désolé, il faut vraiment que j'y aille. Oui, c'est pour ça. Donc, un grand merci à vous deux. Merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis. Vous avez là le www.tiprod.fr. Dans le descriptif de cette émission sur YouTube, ça renvoie sur toutes les infos, tous les articles dont on parle. Vous pouvez trouver sur la page d'Immédiat consacrée à cette émission. Messieurs, merci beaucoup. Plein de bonnes choses pour, entre guillemets, la défense du film avec l'avocat, donc Brouza, l'avocat qui est là pour... alors, il y a plein de procès qui sont en cours. On se tient au courant pour l'évolution. Bon courage à vous tous. À bientôt. Merci à toi, Laurent, et belle continuation. Merci. Au revoir. Ciao. Merci.